Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de probabilité. Donc voilà, donc qu'est-ce qui vous attend dans cette petite vidéo? Les définitions, les propriétés de base, la variance, l'espérance, l'écart type, je mets tout dans le désordre, les fonctions de répartition, l'égalité de Bieniemy-Tchebychev et plein d'autres choses encore. Bref, je sens que ça va être long, mais on va faire un petit tour des variables aléatoires. Allez, c'est parti. Donc qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Alors donc on prend un espace probabilisé. Donc oméga muni d'une probabilité, je vous rappelle la définition, P de oméga égale 1 et puis P de A union B égale P de A plus P de B dès que A et B sont disjoints. Ok, et donc une variable aléatoire sur oméga, c'est une application qu'on note généralement grand X, bizarre, hein, d'habitude c'était f de x, là c'est x, ok, qui va de oméga dans R. Voilà, donc la subtilité, rappelez-vous, hein, une probabilité, ça allait des parties d'oméga dans 0,1. Là, ça va de oméga dans R, ok, donc à n'importe quel élément d'oméga, on associe un réel. Ok? Bon, tout va bien. Alors on va faire des exemples. Souvent, vous savez, si jamais oméga, c'est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire, hein, ce qui est quand même souvent le cas dans les exercices, eh bien, si on lance 2D, par exemple, à chaque lancer des 2D, je peux associer la somme, le produit ou n'importe quelle formule qui implique les résultats des 2D, et j'obtiens ainsi une variable aléatoire. Au casino, par exemple, une machine à sous, si je note à chaque fois le gain qu'il y a quand on active la machine à sous, j'obtiens une variable aléatoire qui donnera souvent 0. Ensuite, plus généralement, eh bien, en fait, je peux associer une valeur à un résultat de manière arbitraire. Par exemple, s'il pleut demain, j'obtiens pi, voilà, s'il neige, j'obtiens moins 5. Enfin, vous voyez, c'est juste, on associe vraiment de façon arbitraire voilà, aux éléments de oméga des réels, comme on veut. C'est assez général, ok? C'est ça la définition d'une variable aléatoire. Ok, donc alors allons-y, on va voir un petit peu des petites notations. Donc pour tout réel petit x, ce que j'appelle voilà, grand X égale petit x, ça désigne l'événement x moins 1 de x. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les antécédents par la variable aléatoire grand X de la valeur petit x. D'accord? Autrement dit, c'est l'ensemble des antécédents, d'accord, l'ensemble des éléments de oméga dont l'image par grand X est égale à petit x. Hein, l'ensemble des éléments de oméga dont l'image par grand X est petit x. Ok? Donc souvent ça peut être 0, hein, par exemple la variable, par exemple lancer 2D, x égale 0, c'est pas possible. Hein. Vous voyez, si je fais la somme des résultats, par exemple, voilà. Donc c'est pas forcément toujours un événement non vide, hein, ok, ou non nul, comme on veut. Bref, donc, ok. Donc par exemple, si je prends x la somme des résultats de deux lancers de D, x égale 7, ça désigne tous les lancers qui ont donné une somme égale à 7. Vous voyez, donc c'est un événement, c'est une partie d'oméga, d'accord? Donc c'est un événement, hein, par définition. Et donc c'est l'événement 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2 et 6, 1. Voilà, d'accord? Donc, une fois qu'on a une variable aléatoire, on peut définir comme ça des événements. Ok? Quels sont les éléments qui ont donné tel résultat, etc., etc. On peut aussi donc plus généralement dire, voilà, si je prends deux réels A et B, quels sont les résultats pour lesquels X tombe entre A et B. Et donc ça, c'est l'événement, voilà, donc l'image réciproque de l'intervalle AB. Alors si j'avais mis strictement, du coup là ce serait l'intervalle ouvert, hein, strictement ici. Et donc vous voyez bien, ce sont les valeurs de oméga qui permettent d'obtenir que X de E, ça tombe entre A et B. Quoi. Et voilà, et plus généralement, pour n'importe quelle partie A de R, pas forcément un intervalle, un truc aussi compliqué que je veux, on appelle grand X appartient à A l'événement X moins 1 de A, l'image réciproque de A, les antécédents des éléments de A dans oméga. Ok, bon voilà, c'est une définition, hein, voilà, une façon de définir des événements. Ok, et donc on a la petite formule suivante, je prends une partie quelconque de R, la probabilité que X appartienne à A, hein, on lit ça comme ça, et bien en fait c'est la somme pour petit x appartient à A des P de x égale x. Vous voyez, ce n'est pas tellement étonnant. Là, je suis en train de dire x moins 1 de A, c'est la réunion des x moins 1 de x pour x est dans A. Quoi. Okay, donc les antécédents des éléments de A, voilà. On est dans le cas fini, hein, attention, hein, c'est pas, voilà, pour les probabilités infinies, la définition de variable aléatoire, c'est la même, mais cette formule-là ne veut plus rien dire, d'accord? S'il y avait un nombre infini d'éléments dans A, tout ça, non. Ouais. On reste zen, enfin, hop, hop. En fait, ça converge tout le temps, même s'il y a un nombre infini de A, là, parce que nous, il n'y a qu'un nombre fini d'éléments P de x différents de 0, vous voyez. Donc cette somme-là, P de x égale x, vu qu'il n'y a qu'un nombre fini d'éléments dans l'espace de départ, les valeurs possibles, ça n'a qu'un nombre fini. Donc 7, ça va être une somme finie quand même, nous, tout le temps. Vous voyez.
Hein, c'est pour ça que c'est important, donc ça convergera tout le temps, même si A est infini. Vous voyez, par exemple, la probabilité que x soit strictement positif, bah, il y a une infinité de valeurs, mais n'empêche que si on lance un dé, bah, nous, il n'y en a que 6. Donc, on peut bien définir ça comme ça. OK, très bien. Alors, la loi de probabilité, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, donc, c'est simplement une façon de présenter la variable aléatoire. Donc, tout d'abord, on appelle son support l'ensemble des valeurs x tel que p de x égale x est non nul. Donc là, il n'y en a qu'un nombre fini, si vous avez bien suivi ce que j'ai dit avant, hein, c'est-à-dire que dans notre ensemble, oméga est un nombre fini de valeurs. Okay, et donc, à chaque petit oméga, on associe une valeur dans R, il n'y en a qu'un nombre fini, donc un nombre fini de valeurs. Donc voilà, peut-être qu'il n'y en a qu'une, ça vont tout le temps la même valeur, mais enfin bref. Donc pour chaque valeur qui est atteinte, la probabilité que x soit égale à cette valeur est non nulle, et pour les autres, elle vaut 0. Okay, et donc les valeurs qui sont effectivement prises par la variable aléatoire, on appelle ça son support. On aurait pu dire son image, mais traditionnellement, les gens appellent ça le support. Okay, bon. Alors, donc voilà, si je prends un espace probabilisé fini, donc x de oméga dans R, une variable aléatoire, j'appelle x1, x2, xk le support de x. La loi de probabilité de x, c'est la donnée donc de p de x égale xi pour toutes les valeurs i allant de 1 à k, qu'on représente souvent dans un tableau comme ça. Autrement dit, ici, on met toutes les valeurs petit x possibles, d'accord, pour la variable aléatoire grand X, d'accord. Donc voilà, ça peut valoir la valeur 1, 2, 3, 4, 5, on met 1, 2, 3, 4, 5 en haut, et à chaque fois, on met la probabilité que cette valeur tombe. D'accord. Donc P1, c'est la probabilité que grand X est égal à X1. P2, ainsi de suite, probabilité que grand X soit égal à X2, etc., etc. Bon, on va faire un petit exemple tout de suite. Allez, faites-le pour voir si vous avez compris. Donc on lance 3 pièces de monnaie. Chou, on compte plus 2 pour chaque pièce qui tombe sur pile, et moins 1 pour chaque pièce qui tombe sur face. On fait la somme de tous ces résultats, et on appelle X la variable aléatoire qui donne donc cette somme. Donnez la loi de probabilité de X. Autrement dit, trouvez les différentes valeurs possibles pour X, et à chaque fois, quelle est la probabilité d'obtenir cette valeur. Ok, allez, faites-le. Hein. Très bien. Allez, moi je corrige. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qui est possible? Alors, soit on a 3 piles, bah, ça va faire 3 fois plus 2, ça va faire plus 6. Et le minimum, c'est 3 faces, ce sera moins 3. Après, on peut avoir 2 piles, une face, ça fait plus 4, moins 1, ça va faire plus 3. Et puis, on peut avoir une pile, plus 2, et 2 faces, bah, du coup, 0. Et donc, voilà les différentes valeurs qu'on a trouvées. On va les écrire. Donc, voilà, je mets mon tableau. X, P de X. Alors, on a trouvé que c'était la plus petite, c'était moins 3. Ensuite, c'était moins 2, plus 2, 0. Moins 3, 0. Ensuite, s'il y en a deux comme ça, 4, moins 1, 3. Et puis ensuite, 6. Voilà, moins 3, 0, 3, 6. Ok, voilà les valeurs. Bon, maintenant, quelles sont les probabilités d'obtenir ça? Alors, la probabilité d'obtenir moins 3, par exemple, bah, ça veut dire la probabilité d'avoir 3 piles. Donc ça, vous le savez, une chance sur 2 pour la première, une chance sur 2 pour la suivante, une chance sur 2 pour la troisième. Donc, c'est pas marqué, mais c'est sous-entendu que c'est sans doute indépendant, le lancer des 3 pièces. La deuxième pièce ne dépend pas de la première, etc. Hein. Et donc, un demi fois un demi fois un demi, un huitième, la probabilité d'obtenir moins 3. Ok. Et puis d'obtenir 6, bah, du coup, ces 3 piles, c'est la même chose, c'est un huitième aussi, un demi fois un demi fois un demi. Ok, bon, d'accord. Très bien. Alors, vous allez me dire, bon, bah, oui, mais la probabilité d'obtenir 0, du coup, la probabilité d'obtenir 0, ça veut dire que j'ai obtenu 2 piles et une face. Ok, bah, 2 piles et une face, ça veut dire un demi la première pile, un demi la deuxième pile, un demi la même face, un huitième. Sauf que, attention, parce que ça peut être pile, pile, face, mais ça peut être pile, face, pile, ou ça peut être face, pile, pile. Vous voyez, il y a 3 tirages possibles, où il y a 2 piles et une face. Et donc, ça fait 3 fois un huitième, donc 3 huitièmes. Et puis, pour le 3, c'est l'inverse, hein, d'accord? Donc, c'est 3 huitièmes aussi, puisque 2 faces, une pile, c'est le même nombre de façons de compter. Et je peux vérifier que je ne me suis pas gouré en faisant 1 huitième, plus 3 huitièmes, plus 3 huitièmes, plus 3 huitièmes, 1 huitième, 1 et 3, 4, 4 et 3, 7, 7 et 1, 8, 8 sur 8, 1. Je ne me suis pas gouré, la somme de tous les événements fait bien 1. Ce qui est une façon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Ok, très bien. Alors maintenant, la fonction de répartition. Donc quand j'ai une variable aléatoire, eh bien, je peux lui associer une fonction de répartition. C'est simplement la fonction qui, pour tout x, associe la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à x. Alors bon, et alors, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Alors faites-le. Voilà, je pense que c'est le mieux. Vous avez la probabilité de grand X égale x ici. Essayez de me tracer la fonction qui, pour chaque valeur de x, me donne ça. Essayez de le faire, hein, c'est important. Donc si x, par exemple, est plus petit que moins 3, la probabilité que grand X soit plus petit que moins 3, bah, c'est 0. Donc au début, la fonction elle vaut 0. Jusqu'à ce qu'on arrive à moins 3.
Ah, pour moins 3, la probabilité qu'elle soit inférieure ou égale à moins 3, bah, ça va être 1/8. Vous voyez? Et puis ça va continuer comme ça. Hein, plus petit que moins 2, bah, c'est pareil. Hein. Plus petit que moins 2, ça va être égal à moins 3. Hein, donc ce sera 1/8, jusqu'à temps qu'on arrive à 0. Ainsi de suite. Donc voilà le tracé qu'on obtient. Hein. On obtient 1/8 jusqu'à 0. Puis après, on obtient 1/8 plus 3/8. Donc 1/2. D'accord? Jusqu'à temps qu'on arrive à 3, hop, on rajoute 3/8. Jusqu'à temps qu'on arrive à 6. Et à partir de plus grand que 6, bah, la probabilité est égale à 1. Okay, hein, voilà. Les résultats, ça va de moins 3 à 6. La probabilité que x soit plus petit que 7, bah, c'est tout le temps vrai. Donc, la probabilité vaut 1. Voilà, on obtient des petites fonctions comme ça, donc voilà, qui sont continues par morceaux, des fonctions en escalier en fait. Hein. Okay, plates par morceau, constantes par morceau, comme ça. Ok, bon, ok, très bien. Eh bien, le truc marrant, pourquoi on utilise fonction de répartition? En vrai, honnêtement, dans le cadre fini, ça n'a pas trop de sens. Et pour ne rien vous cacher, je ne l'avais pas mis dans la première version de mon cours. Mais ça peut être utile pour la suite. Et puis en plus, il y a des bouquins qui en parlent. On va se dire, tiens, pourquoi il n'en parle pas? Vous voyez, se trouve un exo, tracer la fonction de répartition, ça, vous ne savez pas ce que c'est embêtant. Donc voilà, je vous la donne, même si c'est plus utile pour après. Bref, donc le truc marrant, c'est que si on connaît la fonction de répartition, et on vous donne la fonction, alors il faut trouver la variable aléatoire. On va dire, bah oui, c'est bonnet, mais oui, on peut toujours. Hein, si j'appelle x1, x2, xk les supports de x, les valeurs pour lesquelles ça change, d'accord, et que je suppose que je les ai mis dans l'ordre, et bah, du coup, je peux retrouver les probabilités de x1, x2, xk en faisant simplement la probabilité de x égale xi, bah, c'est la fonction de répartition de xi moins la fonction de répartition de xi moins 1. Hein, pourquoi? Bah, c'est tout bête, parce que cette différence-là, c'est la probabilité que x soit plus petit ou égal à xi moins la probabilité que x soit plus petit ou égal à xi moins 1. Autrement dit, c'est la probabilité du complémentaire de x plus petit que xi moins 1 dans x est plus petit que xi, donc c'est la probabilité de x égale xi, puisqu'il n'y en avait pas entre xi et xi moins 1, je les ai mis dans l'ordre. Ok, donc c'est tout bête. On va me dire, bon, d'accord, pas très très intéressant. Alors, quelles sont les propriétés de cette caractéristique de cette fonction de répartition? On appelle ça ses propriétés caractéristiques, je vais expliquer pourquoi après. Alors, voilà, donc c'est pas n'importe quoi. Je ne peux pas tracer n'importe quoi et dire, ah tiens, c'est une fonction de répartition. Si c'est vraiment une fonction de répartition d'une variable aléatoire, même dans le cas infini, il y a des trucs qui doivent arriver, c'est que par exemple, quand on est très très loin vers le bas, là, quand on tend vers moins l'infini, ça tourne vers 0. D'accord? Et quand on est très très loin vers le haut, quand on tend vers plus l'infini, la limite doit être égale à 1. Ça, c'est la base. Hein? La probabilité d'être plus petit que moins l'infini, bah, c'est 0. La probabilité d'être plus grand que plus l'infini, c'est 1. Plus petit que plus l'infini, c'est 1. Okay, donc bon, ça d'accord. D'autre part, ma fonction fx, elle est croissante. Parce que les événements sont inclus les uns dans les autres. Vous voyez, la probabilité que grand x soit plus petit que 7, bah, c'est toujours plus grand que la probabilité que grand x soit plus petit que 5. Il y a plus de cas, vous voyez, d'accord. Donc c'est inclus. Hein. C'est plus petit que 5, elle est plus petit que 7. Donc la fonction de répartition est forcément croissante. Elle est partout continue à droite. Bon, ça, je ne vais pas le démontrer. Hein. C'est un petit peu. C'est pas que c'est dur, mais bon, c'est par définition. Hein, vous voyez bien, à chaque fois, la valeur que je prends, c'est la valeur qui est à droite là. D'accord? C'est-à-dire que la limite, là, elle est constante, là, jusqu'au bout. Okay, parce que c'est inférieur ou égal, hein, c'est parce que c'est ça, la probabilité de x inférieure ou égale à x, donc pour égal x, bim, ça saute, on prend la valeur d'après. Hein, okay. Voilà, donc la limite quand x tend vers x0, x plus grand que x0 à chaque fois, c'est la valeur. C'est bien pour rappeler ce que c'est continu à droite, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est oui, n'importe quel point, voilà, il y a des points où elle est continue, et là où il y a un saut, en fait, ça veut dire que j'exclus le départ. Hein. D'accord? La valeur, c'est la valeur à droite, quoi. Ok? Et puis ensuite, on peut même dire que en fait, la probabilité que x, ici, là, aux valeurs, là, la probabilité d'obtenir cette valeur-là, là, le x qui est ici, la probabilité, par exemple, de x égale 0, ici, bah, c'est la différence de saut qui est entre les deux. C'est de combien j'augmente, vous voyez, hein? La probabilité de x égale x0, c'est la valeur de f de x0, la valeur de truc, moins la valeur de la limite à gauche. Ok? Alors si je suis à un point où c'est continu, bah, la valeur de p égale cette valeur-là, c'est 0, vous voyez. Une valeur là où c'est constant, bah, ça ne change pas. Là. Donc la valeur de pile égale, je ne sais pas moi, de x égale 1, la probabilité que x égale 1, c'est 0. D'accord? Parce que plus petit, voilà, ça n'augmente pas. Hein. Plus grand que 1, plus petit que 1, ça ne change rien. La probabilité de x égale 1 tout seul, elle vaut 0. Ok? Et donc à chaque fois, c'est la valeur de f moins la valeur de la limite au point d'avant. Donc ça augmente que dans les sauts. Ouais. Hein? Toc, 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 toc. Voilà, c'est une autre façon de le dire. Et puis du coup, j'en déduis, c'est assez rigolo, bah, c'est qu'en fait, p de x égale x0 est égal à 0, c'est seulement si f de x est continu avec ce 0. Parce que si ça vaut 0, bah, ça veut dire que la limite à gauche, elle est égale à ça.
mais elle est toujours égale à la limite à droite, donc la fonction limite à gauche, limite à droite égale la même valeur, égale la valeur de la fonction au point, du coup elle est continue en ce point. Donc ça veut dire exactement ça. Et puis si elle est continue en ce point, ça veut dire que la limite à gauche est égale aussi à la valeur de f, donc ça fait forcément 0 aussi. Bon. C'est équivalent en fait, hein, d'accord? Les valeurs où, voilà, où p de x égale x0 est non nul, c'est les valeurs où ça saute. Ok, bon, voilà, bon, ça c'est juste, moi je trouve ça rigolo, mais bon, c'est pas, ça va pas servir dans les exos fondamentalement pour le cas fini. Mais les quatre propriétés, les premières, là, les propriétés, enfin les quatre, si je prends les deux limites comme deux propriétés différentes, la croissance et la continuité à droite, ça c'est des propriétés caractéristiques. Et là où c'est pas mal, et c'est vraiment utile pour après, c'est que si on prend une fonction de r dans 0,1 qui vérifie ces quatre propriétés-là, n'importe comment, donc limite 0 à moins l'infini, 1 en plus l'infini croissante et continue à droite en tout point, alors il existe une variable aléatoire dont f est la fonction de répartition. Vous prenez n'importe quelle fonction qui vérifie ça, alors ça marche. D'accord? Et si f est une fonction continue, donc p de x égale x vaut 0 tout le temps, alors cette variable aléatoire est dite une variable aléatoire continue. Ok? Donc voilà, je donnais un exemple. Cette fonction-là de répartition, elle permet de définir la loi normale centrée réduite, une loi hyper connue, comme vous savez. Et donc voilà, c'est pour, j'anticipe un petit peu les lois continues, vous voyez, pour dire comment on fait, etc. Bon bref, on verra ça beaucoup plus tard, hein. Ce n'est pas du tout dans le cadre des programmes de licence première année, dans le cadre de ce cours, mais je fais une petite digression pour vous dire pourquoi on parle de fonction de répartition en vrai, voilà. Et pour ceux qui se disent, mais attends, la loi normale, c'est pas plutôt une gaussienne, un truc comme ça? Alors oui, mais c'est la dérivée de ça, d'accord? C'est comme vous l'avez vu, c'est quand ça saute que ça fait des valeurs de p qui sont importantes. Là, c'est pareil. C'est quand ça monte que ça veut dire que la probabilité d'être dans cette zone-là, elle est importante. D'accord? Et quand c'est plat, ça. Donc en fait, la dérivée de ça, ça fait la gaussienne dont vous avez l'habitude. Ok? Et donc du coup, on définit la probabilité comme une intégrale de la dérivée. Vous voyez? Bon, bref. J'insiste pas, la densité de probabilité, tout ça, bon, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est surtout là que ce sera utile en fait. Ok, allez, revenons-en à nos moutons. Probabilité dans un espace fini, une variable aléatoire, le support, donc les valeurs possibles x1, x2, xk. Ok? Et donc les autres, c'est pas qu'elles sont impossibles, c'est de probabilité nulle, vous voyez, mais bon, généralement on appelle ça l'événement impossible, donc voilà. Ok, et on note PI égale probabilité de x égale xi. Ok, alors dans le cas fini, c'est la même chose, hein, c'est l'histoire de impossible, probabilité nulle. Mais c'est juste, vous voyez, pour la loi normale, la probabilité d'une n'importe quelle valeur, elle vaut tout le temps 0. Pourtant, vous voyez, pourtant il y a bien des valeurs qui tombent, mais bref. Hop, restons dans le cas fini, c'est sympa. Donc on a un nombre fini de valeurs, x1, xk, on appelle PI la probabilité que x soit égal à xi. Ok, bon. Dire pourquoi, c'est une notation hein, pour que ce soit plus court à écrire. Et donc j'imagine j'ai ma variable aléatoire, et puis voilà, à chaque fois je fais mon expérience, je trouve une valeur, je fais une expérience, je trouve une valeur, je fais une expérience, je trouve une valeur, tout ça, je le fais plein de fois, n énorme, je fais plein de fois, ok, puis je compte, tiens, le nombre de fois que j'ai trouvé la valeur xi, je l'appelle ni. Ok, donc la somme des ni doit faire égal à grand N, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Bon, ok, pourquoi pas. Et la valeur moyenne de x sur ces n expériences, du coup, je fais la somme de toutes les valeurs que j'ai obtenues, divisée par n. Ok, et alors, c'est la somme des valeurs que j'ai obtenues, du coup, c'est xi plus, enfin, x1 plus x2 plus x3, le nombre de fois que je les ai obtenues chacun, vous voyez, donc c'est n une fois x1, plus n deux fois x2, plus n trois fois x3, vous voyez, le nombre de fois que j'ai obtenu chacune des... Hein, je fais la somme de toutes les valeurs que j'ai obtenues, et je les regroupe, d'accord? Donc voilà, ça fait ça, ok? Et donc ça fait somme des, si je rentre le grand N dans la somme, ça fait somme des ni sur n xi. Or, si vous vous en souvenez de ce qu'on a vu dans la première vidéo, on a dit qu'en fait, la probabilité, la version intuitive de la probabilité d'obtenir xi, c'est que ça devait être égal à la fréquence d'apparition du résultat xi si on faisait l'expérience une infinité de fois. Autrement dit, si n est très très grand, alors ni sur grand N, c'est la proportion de nombre de fois qu'on obtient xi, donc c'est à peu près égal à la probabilité pi. Vous voyez? Et donc cette moyenne-là, la moyenne des résultats qu'on obtient, elle est assez proche de cette somme-là, somme des pi xi. Ok? Et voilà, et je ne sais pas exactement combien, parce que je ne peux pas faire une infinité d'expériences, quoi. Mais on imagine que si on faisait une infinité d'expériences, alors la moyenne, ça donnerait ce truc-là. Et donc c'est pour ça, on définit comme ça l'espérance d'une variable aléatoire. Donc intuitivement, c'est un peu la moyenne des résultats qu'on obtiendrait si on le faisait une infinité de fois. Ok. Et donc ça s'appelle l'espérance de x, ça se note comme ça avec un grand E, E de x, et donc c'est la formule qui est ici, hein, c'est-à-dire c'est la somme pour i allant de 1 à k des p de x égale xi fois xi. Donc on prend les valeurs xi, on multiplie par leur probabilité, on fait une espèce de moyenne des valeurs xi pondérée par la probabilité qu'elles ont d'apparaître. Okay, plus on apparaît souvent, plus on a un gros poids dans la moyenne, ce qui est logique. Hein.
Voilà, et alors il y a des bouquins ou des polis ou des sites internet qui appellent ça X-bar, les statisticiens appellent ça X-bar, alors pour le coup c'est vraiment le bordel parce que A-bar c'est le complémentaire de A, alors qu'X-bar c'est la moyenne des valeurs de X, donc quelque chose qui n'a rien à voir, qui se note à peu près pareil, donc c'est... Bref, donc moi je ne veux pas le faire, d'accord? Ou il y en a qui me notent E de X sans grand E, mais traditionnellement maintenant je pense que la notation standard c'est plutôt grand E comme ça. Comme pour les probabilités c'est grand P comme ça, une certaine cohérence quoi. Ok. Et donc voilà, c'est une définition, vous avez une variable aléatoire, pim, vous avez votre loi de probabilité, vous avez les xi, les pi, vous voyez, vous faites la moyenne des valeurs multipliées par la case du dessous. Hein. À chaque fois, c'est ça, vous faites, vous voyez, la somme, pim, ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, bim, vous avez l'espérance. Ok? Voilà, donc un petit exercice pour s'entraîner que j'ai trouvé sur BIMMAT. Hein. Donc vous avez mon corrigé, vous avez le corrigé sur le site BIMMAT, bon, comme ça vous en fera deux. Alors, vous êtes donc un joueur tire sur une cible de 10 cm de rayon, voilà, que j'ai dessiné ici. Okay, constitué de couronnes concentriques délimitées par des cercles de rayon 1 de 10 cm. Donc le 10 cm c'est le plus grand et 1 cm c'est le tout petit. Rayon 1 cm, hein, donc diamètre 2, okay, faites pas avoir. Donc voilà, de là à là, il y a 20 cm. Hein. Et numéroté de 10 à 1 évidemment. Et là, on suppose que la probabilité d'atteindre la couronne K est proportionnelle à sa surface. On dit voilà, on lance la cible n'importe où et on suppose que les flèches arrivent de façon aléatoire dans la cible. Et donc plus la zone est grande, plus il y a des chances que ça tombe dedans. Donc il y a plus de chances que ça tombe sur 1 que sur 2, que sur 3, etc. etc. Okay, et c'est proportionnel à l'air. Si l'air est 2 fois plus grande, alors voilà. Donc à vous de calculer les surfaces et tout ça. Hein. Et pour me trouver la loi de probabilité de x. Voilà, quelle est la probabilité de tomber sur 1, quelle est la probabilité de tomber sur 2, etc. etc. On fait un petit tableau comme ça avec 10 cases. Et ensuite, on suppose que le joueur gagne K euros s'il atteint la couronne numérotée K, pour K compris entre 6 et 10. Okay, donc là, il gagne des points. Mais il perd 2 euros s'il atteint des numéros 1 à 5. Donc vous voyez une belle petite variable aléatoire où les valeurs sont moins 2 et K, enfin, et 6, 7, 8, 9, 10. Okay, et donc voilà, et donc là, le jeu est-il favorable au joueur? Okay, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Hein, juste, c'est la première fois, c'est pas trop. Ben ça veut dire que si on y joue souvent, plein de fois, est-ce que globalement on va s'enrichir ou on va perdre de l'argent? Autrement dit, vous avez un certain gain qui peut être positif ou négatif, hein, suivant ce que vous faites. Et est-ce que l'espérance de ce gain est positive ou pas? Parce que sur une partie, on peut toujours soit gagner de l'argent, soit perdre de l'argent. Comme au casino, jouer à la roulette tout sur rouge, un coup, vous avez une chance sur deux, presque une chance sur deux de gagner. Vous voyez, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gagner des sous au casino. C'est bien le piège d'ailleurs. À certains moments, on peut être positif. Mais l'espérance est négative, ce qui fait que si vous jouez longtemps, vous allez tout perdre. Ça, c'est sûr. À long terme, vous êtes forcément perdant. Bon, bah là, est-ce qu'à long terme, avec ce jeu-là, vous voyez, si je donne 10 euros là, 9, 8, 7, 6, et puis là, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, est-ce que ça vaut le coup d'y jouer ou pas? Voilà, c'est ça la question. Ok? Très bien. Alors, ensuite, loi uniforme. Alors, on va voir des lois de probabilité classiques. Donc, la plus simple possible, c'est un peu comme les probabilités. Hein. C'est simplement celle qui dit, bah voilà, à chaque fois, la probabilité d'obtenir n'importe lequel des résultats, c'est toujours la même, c'est 1 sur K. D'accord? Donc je peux dire, voilà, j'ai un univers, je peux dire, voilà, il n'a que 2 valeurs possibles, et puis c'est une chance sur 2 d'obtenir ces 2 valeurs. Okay? Donc voilà, ça s'appelle une probabilité uniforme. Donc voilà, si j'ai K valeurs, c'est 1 sur K, parce que ça doit être la même et la somme doit faire 1, hein, d'accord? Donc j'ai pas le choix, hein, parce que la somme de toutes les probabilités, c'est 1. Et donc je veux que ce soit tout le temps la même, pour toutes les valeurs, ça fait ça, voilà. Bon. Donc s'il y a 3 valeurs, un tiers, un tiers, un tiers, voilà, okay. Vous avez compris. Alors, quelle est l'espérance et quelle est de cette variable aléatoire? Alors, déjà, on fait un petit exemple où j'ai dit le résultat d'un lancer de dés, par exemple, c'est un dé équilibré. Vous voyez, dans l'énoncé, si on vous dit on lance un dé équilibré, ça veut dire que la variable aléatoire qui donne son résultat est une variable, suit une loi uniforme. Oui. OK? Ou est une variable aléatoire uniforme, on dit aussi ça, mais enfin bon. Bref, si X suit une loi uniforme de support S, donc S c'est différentes valeurs possibles, okay? Alors pour n'importe quelle partie de S, c'est la situation d'équiprobabilité qu'on a déjà vue. La probabilité que X soit dans A, c'est le nombre d'éléments qu'il y a dans A divisé par le nombre d'éléments qu'il y a dans S. Non, d'accord, hein, et voilà, s'il y a n valeurs possibles, la probabilité de ça, il y en a 5 qui sont dans A, c'est 5 sur n, bref. Ok, donc c'est ce qu'on a vu, voilà, donc il faut après dénombrer cardinal, carte de S, on a vu la vidéo sur le dénombrement, ça peut être compliqué, mais enfin bon. Ok, généralement ça c'est pas très très dur. Et alors, donc, si X suit une loi uniforme, son espérance. Alors, qu'est-ce que c'est que son espérance? Donc, réfléchissons un petit peu. Donc, on a x1 fois la probabilité de x1, 1 sur k, plus x2 fois 1 sur k, plus x3 fois 1 sur k, plus xk fois sur k. Bah, du coup, ça fait la somme de tous les xi divisé par k, ça fait
la moyenne des valeurs du support. C'est la vraie moyenne, là, voilà. D'accord? On a un certain nombre de valeurs, bah, c'est les mêmes poids pour tous, du coup, c'est la vraie moyenne, quoi. OK? Voilà, bon, c'est pas la loi la plus dure, mais OK, ça arrive quand même régulièrement. Donc, c'est la loi uniforme. On va en voir d'autres, hein, rassurez-vous. Alors, tout d'abord, pour pouvoir démonter les propriétés des variables aléatoires, on va trouver une autre écriture. Parce que la somme des p de x égale xi, c'est sympa, mais on peut la réécrire d'une autre façon. Cette formule-là, honnêtement, vous voyez, je n'ai pas mis en couleur, ça, c'est pas la peine de la savoir par cœur. En vrai, c'est juste parce qu'elle va me permettre de démontrer les propriétés qui, elles, sont plus utiles que je la fais. Hein. OK, donc voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, j'appelle oméga 1, oméga 2, oméga n les éléments de mon univers, d'accord? Donc, chacun de eux ont une image par ma variable aléatoire grand X. Peut-être qu'il y en a plusieurs qui ont la même image, ça c'est possible. Hein. OK, et bien je dis que l'espérance de x, c'est la somme pour i allant de 1 à n de la probabilité du singleton oméga i multiplié par la valeur de x de oméga i. OK, donc voilà, l'espérance, normalement, vous voyez, c'était la somme des valeurs possibles. Et là, je prends, là, on va me dire, c'est bien toutes les valeurs possibles, tous les x de oméga i. Certes, mais en gros, je regroupais, vous voyez. C'était parce qu'après, je prenais, pour chaque valeur possible, tous les x, les oméga i qui donnaient cette valeur. Bon, là, je décompose en somme, mais c'est une réécriture. Hein. On va le faire, le calcul, vous allez voir, c'est tout con. C'est un peu technique parce qu'il y a des indices dans tous les sens, mais il n'y a aucune difficulté qui se cache là-dedans. Hein. C'est juste, voilà, comme ça, l'ensemble fini, on va décomposer chaque élément dans la somme des événements qu'il donne, et puis voilà. Bon, bref, prenons x1, x2, xk, les valeurs de x. Okay, et à chaque fois, voilà, les éléments de x égale xj, hein, il y a un certain nombre d'éléments, j'appelle aj, les oméga qui donnaient xj. Il y en a un nombre fini, il y a une petite partie là qui donnait xj. Okay. D'accord? Donc, parce que sinon, voilà, sinon ce ne serait pas les valeurs de x, hein, d'accord? C'est le support de x, c'est ceux pour lesquels il y en a, quoi. D'accord, donc j'appelle aj ceux qui donnent xj. Ok? Et donc, les ensembles aj, ils forment une partition d'oméga, parce que chaque oméga i admet une seule image. Hein. Vous savez bien, une application, il n'y a qu'une seule image. Donc, je prends les antécédents d'une image, hop, ça fait un ensemble. L'antécédent d'une autre image, ça fait un ensemble qui est disjoint, et ainsi de suite. Et à la fin, j'ai pris tout le monde, parce que tout le monde a une image. C'est une application, hein, la variable aléatoire. Donc, à n'importe quel oméga i, elle donne une valeur. Donc, on a bien une partition d'oméga. OK. Et donc, je peux regrouper mes éléments. Ma somme des p de oméga i, x d'oméga i, je vais regrouper là tous ceux qui donnent la même chose, tous les oméga qui donnent la même chose, donc tous les oméga qui sont dans aj, d'accord, donc on x de oméga, c'est-à-dire xj en fait, hein, ce truc-là, je les regroupe tous ensemble, et je dis, bon, la somme pour tous les oméga i, en fait c'est la somme pour tous les ensembles, j'ai partitionné, pour tous les oméga qui sont dans cet ensemble, de p de oméga, x de oméga. Ouais, j'ai juste... Tu as une somme à faire sur tous les éléments, je dis oui, mais tiens, mon ensemble, il se coupe en une partition à 1, à 2, à 3, à n, tu fais la somme sur A1, plus la somme sur A2, plus la somme sur A3, plus la somme sur A4, ainsi de suite, et tu obtiens bien la somme de toutes les sommes. Hein, tu fais ta somme de tes sommes sur chaque partie, tu obtiens bien la somme totale. Okay, et donc maintenant, une fois que je suis sur cette partie-là, x d'oméga, justement, c'est fait pour être égal à xj, tout le temps. Si je suis dans aj, c'est justement ça la définition, c'est ceux qui donnaient xj. Donc je peux le sortir de la somme, et je tiens donc somme pour j allant de 1 à k, des xj, fois la somme pour oméga dans aj des p de oméga. Et ça, par définition, rappelez-vous, hein, c'est p de aj. Hein, d'accord? La probabilité de aj, c'est-à-dire la probabilité de x égale xj. Hein. Et donc, ça fait bien somme des xj, p de x égale xj, c'est la formule qu'on avait donnée pour l'espérance. Donc c'est juste, vous voyez, là, en fait, quand on dit ça comme ça, on regroupait les termes ensemble, et puis là, c'est la version un peu éclatée, mais c'est la même formule. Hein. Pas éclatée dans le sens nul, comme disent les jeunes, éclatée dans le sens où on prend tous les éléments à part. Hein. Ok. Bon, très bien. Non, elle est éclatée, ta formule. Bon. Bref, donc voilà. Ok, donc maintenant on va pouvoir démontrer ces propriétés. Donc là, ils sont plus utiles, ok, hein, bien plus utiles que la probabilité précédente. Voilà. Alors, si on prend donc, j'aurais presque pu le mettre en couleur, ça c'est important de savoir ça quand même. Donc, on prend deux variables aléatoires, x et y. Okay, alors, du coup, je peux ajouter deux variables aléatoires, ça m'en fait une autre, vous voyez bien, comme on peut ajouter deux fonctions, ça fait une autre fonction. Hein. On peut faire des combinaisons, vous voyez, si je prends deux réels alpha et bêta, alpha x plus bêta y, pour chaque valeur de oméga, ça donne bien une valeur. Alpha fois la valeur que donnait x, plus bêta fois la valeur que donnait y, donc c'est une autre variable aléatoire, il n'y a pas de problème, on peut les ajouter sans souci. Et du coup, l'espérance de celle-là, de alpha x plus bêta y, c'est alpha fois l'espérance de x plus bêta fois l'espérance de y. Autrement dit, on pourrait dire ça plus simplement, peut-être, en disant que l'espérance est linéaire. Voilà. Ok? Très bien. Donc, pourquoi pas? Alors, on y va, on va faire la formule. Donc, pour démontrer ça, du coup, c'est bien pratique d'utiliser la formule
précédente. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir des sommes sur les valeurs de x et les valeurs de y qui ne sont pas les mêmes, qui ne coïncident pas forcément, vous voyez, c'est ça le problème, quoi. C'est pour démontrer ça, j'étais un peu embêté avec les formules pour les xi, les yj, et puis c'est pas les mêmes, les xi, y égale yj, c'était pas les mêmes. Alors que là, maintenant j'ai une somme pour i allant de 1 à n, d'accord, avec les oméga i, 1, oméga 2, oméga n, les éléments de oméga, ça dépend pas de x et de y, et c'est ça l'intérêt, quoi. Et donc, c'est la somme des p de oméga i fois l'image de ça. Et ben, l'image de alpha x plus bêta y de oméga i, vous savez bien, c'est alpha x de oméga i plus bêta y de oméga i. Ça, c'est par définition une somme de fonctions et produit une fonction par une constante. Et donc, quand je remplace ça dans la somme, hop, je sors les alpha i, le alpha de la somme, le bêta de la somme, je coupe la somme en deux. J'obtiens bien, vous voyez, somme des p d'oméga i fois tout ça, ça fait alpha somme des p d'oméga i x d'oméga i, plus bêta somme des p d'oméga i y d'oméga i, ça c'est espérance de x, en utilisant toujours la formule, ça c'est espérance de y, donc je trouve bien alpha espérance de x plus bêta espérance de y. Avec la formule éclatée, ça tombe tout seul. Voilà, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on a vu qu'on pouvait ajouter des variables aléatoires, mais on peut faire mieux, je peux prendre une fonction de R dans R n'importe comment, hop là, et je peux faire f de x. Alors attention, hein, c'est pas f de x petit x, hein, c'est f de la fonction grand X, d'accord? Donc c'est f rond x, c'est la composée. Je fais d'abord x à mes événements, enfin mes éléments de l'univers, j'associe un réel, et puis après je fais f de ça. Donc je peux faire, je sais pas, exponentielle de ma variable aléatoire, cosinus de ma variable aléatoire, voilà. Enfin, il faut quand même qu'elle soit définie partout, ma fonction, ou en tout cas qu'elle soit définie sur les valeurs de x. Vous voyez, si x est une variable positive, je peux faire racine de x. Mais voilà, là j'ai mis de R dans R pour simplifier. En vrai, il faut juste que f soit défini sur le support de x, quoi. Ok? Mais bon. Donc voilà, donc on peut comme ça définir f de x. Et là, faisons un exemple. C'est mieux, pour être sûr. Prenons la variable aléatoire x qu'on a vue tout à l'heure. Hein, je vous rappelle les valeurs de ça. Et hop, tiens, calculez-moi la loi de probabilité de la valeur de la variable aléatoire y définie par x carré moins 3. Allez-y, faites-le pour voir, si vous avez compris ce que je raconte. Parce que ce n'est pas forcément simple. Donc il faut regarder quelles sont les valeurs possibles de ça. Vous voyez, donc x, il valait les valeurs moins 3, 0, 3, 6. Si je mets 0, par exemple, au carré, moins 3, ok, la valeur moins 3, il y a encore, mais c'est pour x égale 0. Si x est égal à moins 3 ou 3, au carré ça fait 9, moins 3 ça fait 6, et puis si x valait 6, au carré 36, moins 3, 33. Vous voyez, donc les valeurs possibles c'est moins 3, 6 et 33, dites donc. D'accord? C'est normal, hein, ce n'est pas les mêmes valeurs, c'est les valeurs de image de ces valeurs-là. Il n'y en a pas forcément le même nombre. Ça c'est traite, vous voyez, c'est pas... Hein, parce qu'on pourrait se dire, oui, alors il y avait x1, x2, xk, du coup c'est f de x1, f de x2, f de xk les valeurs. Sauf qu'il y en a peut-être qui sont égales. Il y en a peut-être moins, vous voyez. Hein, là, en l'occurrence, il y en a moins. Ok? Et donc, voilà, et puis alors après, il faut regarder. Donc, moins 3, c'était quand on était dans le cas 0. D'accord? Donc, 3 huitièmes, la probabilité d'avoir x égale 0, on l'a déjà vu. Mais la probabilité d'avoir 6, c'était soit ce cas-là, soit ce cas-là. C'est soit moins 3, soit 3. Donc, c'était 1 huitième plus 3 huitièmes, la probabilité de tomber là-dedans. Et donc, c'est 1 demi, 4 huitièmes. Et puis, par contre, voilà, pour avoir 33, il fallait être sur 6, donc c'est bien 1 huitième. Voilà, la somme fait toujours 1, mais... OK? Voilà, c'est ça une autre... voilà, comment ça se passe. C'est pas bien compliqué, mais c'est juste pour vous dire, la formule qui vient, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que la formule qui vient, on la regarde, on se dit, bah oui, c'est évident, c'est-à-dire si je prends x, une variable aléatoire, ok, j'appelle x1, x2, xk les valeurs de grand X, alors l'espérance de f de x, là, c'est la somme des p de x égale xi, f de xi. Bah oui, c'est évident, au lieu de prendre les valeurs x1, x2, xk, tu prends les valeurs f de x1, f de f2 et f de xk. Alors si les valeurs sont toutes différentes, ouais, ça fait le même tableau avec f de xi et puis les mêmes probabilités. Ce qui n'est pas évident, c'est ce qu'on a vu avant, c'est qu'en fait, non, il y en a peut-être moins des valeurs f de xi là. D'accord? Et du coup, bon, il faut juste voir que quand on les regroupe, ça fait la même chose. C'est pas dur du tout, hein, mais c'est toujours chiant à écrire avec les indices. Mais voilà, c'est l'exemple précédent pour vous dire, c'est pas juste si évident que ça, quoi. Ok, alors on fait la preuve, donc on prend oméga 1, oméga n, et on utilise notre formule éclatée, là, espérance de f de x, et ben, du coup c'est somme des p de oméga i, f de x de oméga i, et puis comme précédemment, ben, j'appelle aj à chaque fois x égale xj, hein, x-1 de xj, et je regroupe les éléments, hop, et donc j'obtiens toujours la même chose, hein, bref, à chaque fois que je suis là-dedans, bah, du coup x valait xj, du coup f de x valait f de xj, et je suis machin, bref. C'est tout con, d'accord, c'est pas bien dur, mais voilà, encore fallait-il l'écrire, quoi. Ok, bon, le résultat est plus important que le... Hein,
D'accord, le résultat est plus important que la démonstration. Là, pour le coup, c'est pas souvent que je dis ça, mais des fois la démonstration est très utile, mais là, il faut plus connaître le résultat. Ok. Alors maintenant, la variance. Donc on a vu l'espérance, ok, on a vu les propriétés. Maintenant, il y a un autre nombre intéressant qui est important pour caractériser une variable aléatoire, c'est ce qu'on appelle sa variance. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc on appelle variance de x, on appelle v de x. Enfin, on le note plutôt avec un v comme ça ou comme ça dépend, voilà, ça dépend des bouquins. Moi, je vais plutôt noter avec un grand V. Hein. L'espérance de la variable aléatoire définie par x moins espérance de x. Alors, espérance de x, c'est une constante, vous voyez hein. Donc, c'est-à-dire, si j'ai trouvé que l'espérance était 3, je ferais x moins 3. Ouais. Okay, le tout au carré. Donc voilà, c'est la fonction qui a x, ceci, x moins une constante au carré, la constante étant son espérance. Ok. Voilà, c'est bien une fonction de x. Hein, bon. Et j'appelle ça donc l'espérance de ce truc-là, j'appelle ça v de x. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, il faut essayer de comprendre. L'idée, c'est d'essayer de voir comment les valeurs de x sont loin ou pas de son espérance. D'accord? Est-ce que la moyenne, elle est souvent atteinte par x? Vous voyez, on fait la moyenne des valeurs, mais la moyenne de la classe, c'est bien savoir, ma moyenne de classe est 10. Ouais, mais est-ce que presque tout le monde a 10? Ou est-ce que presque tout le monde a 0 ou 20? C'est pas pareil, vous voyez. Juste avec la moyenne, je ne peux pas trop savoir comment sont foutues mes données. Et donc la variance, c'est un outil qu'on a inventé pour essayer de mesurer ça. Et donc on pourrait se dire, bah tiens, tu peux faire à chaque fois les écarts. Tu peux regarder l'écart qu'il y a entre la valeur de x et son espérance, pour si c'est grand ou pas. Okay, et le problème, c'est que si je fais ça, imaginez que j'ai des notes positives et des notes négatives, du coup l'écart, des fois il est positif, des fois il est négatif, du coup ça va se simplifier. Je pourrais trouver que l'écart moyen c'est 0, alors qu'il y a toutes les notes étant très très loin de l'espérance, mais s'il y en a autant d'un côté que de l'autre, ça ne marche pas. Okay, et donc, on aurait pu mettre valeur absolue de x moins espérance de x, en vrai. Hein. Je pense que les statisticiens pourraient expliquer pourquoi ils ont préféré mettre au carré. Mais en tout cas, l'histoire de mettre au carré, c'est pour que ça reste tout le temps positif. D'accord? Donc ça ne change pas de signe. Donc quand je fais la moyenne de ça, je fais vraiment la moyenne des écarts au carré. Ok? Et je spoil un petit peu ce qui vient après. L'écart type, ça va être la racine carrée de ça. Autrement dit, je veux faire la moyenne des écarts, mais je ne veux pas que ça change de signe en fonction de si c'est un côté ou de l'autre. Donc je les mets tous au carré. Je fais la moyenne des écarts au carré et après je prends la racine carrée. Ok? Voilà, c'est une méthode. Bon, très bien. Et donc c'est ça qu'ils ont décidé. Et donc la variance, après on fera la racine carrée pour trouver l'écart type. Hein. La variance, c'est donc la moyenne des écarts entre x et son espérance au carré. Ok? Très bien. Alors on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc j'appelle x1, x2, xk les valeurs de x, hein, ce qui est en haut de mon tableau. J'appelle pi ce qu'il y a en bas de mon tableau, les valeurs qui correspondent, d'accord? Et du coup, la variance de x, c'est donc la somme, hein, comme on l'a vu de la formule d'après la formule de transfert, vous savez, c'est toujours la même probabilité, hein, c'est la formule que juste avant. C'est les pi avec les valeurs de f de xi qui vont bien. D'accord? Donc du coup, c'est pi, somme pour i allant de 1 à k de pi fois xi moins espérance de x, donc ça c'est une constante, hein, je le note comme ça, au carré. Ok? Très bien. Bon, moi, tiens, je vois un carré, j'ai envie de faire une identité remarquable, j'ai envie de développer pour voir ce que ça donne. Alors, ça fait somme des pi facteur de xi carré moins 2 espérance de xi plus espérance de x au carré. Bon, ok, je peux couper ça en 3 sommes. Ça fait somme des pi xi carré, bon. Moins 2 fois l'espérance de x fois la somme des pi xi, plus l'espérance de x au carré fois la somme des pi. Ça, c'est une constante, hein, l'espérance de x au carré. Je peux le sortir de la somme des pi. Mais, par exemple, somme pour i allant de 1 à k des pi, vous savez, c'est la somme de toutes les probabilités, ça fait 1. Puis ça, la somme pour i allant de 1 à k des pi xi, ça, c'est l'espérance de x. Donc j'en déduis que ça, cette formule-là, somme des pi xi carré, c'est la formule de transfert encore, mais cette fois pour la fonction x2. Okay, somme des pi f de xi, c'est l'espérance de f de x. Donc somme des pi xi carré, c'est l'espérance de x2. La fonction f, c'est la fonction carré, quoi. Okay, c'est une autre façon de l'écrire. Somme des pi f de xi, c'est f de grand x, somme, espérance de f de grand x. Donc somme des pi xi carré, c'est espérance de x2. Ok, ça c'est l'espérance de x fois l'espérance de x, donc c'est moins 2 espérance de x au carré. Et puis plus espérance de x au carré fois 1, plus espérance de x au carré. Ah ça simplifie, ça et ça. Hein. Il en reste moins 1. Et donc j'obtiens cette fameuse formule que vous avez sans doute entendu déjà parler, hein, qui dit que la variance de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Alors quand on le dit à l'oral, c'est dur, hein, parce que sans l'écrire, c'est compliqué. Hein. Espérance de x au carré moins espérance de x au carré.
Ça fait 0 du coup. Ah non, espérance de x au carré moins espérance de x au carré. Oui, c'est un peu subtil. Hein. Donc, il faut mieux le voir comme ça, d'accord? Donc, ça veut dire, oui, vous prenez les valeurs de votre tableau, en vrai, hein, vous voulez que la variance, ok, vous avez les xi, hop, vous remplacez par des carrés tout ce qui va en haut, vous faites la somme des machins, des pi fois les xi carrés, clac, 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 espérance de x2. Vous aviez calculé votre somme des pi xi avant, vous la mettez au carré, vous faites ça, l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré, vous trouvez la variance de x. Ok? Voilà. Donc, c'est la technique standard, hein, c'est la formule que tout le monde utilise, tout ça. Ok. Et donc, comme je vous l'avais dit, une fois qu'on a fait la variance, on peut définir l'écart type de x, d'accord, qu'on appelle qui représente un peu voilà, l'écart un peu typique, on pourrait dire, de notre variable aléatoire. Donc, on l'appelle sigma de x, et c'est la racine carrée de la variance de x. Ok? Donc voilà. Pourquoi sigma? Alors là, pour le coup, j'en ai vraiment aucune idée. Si quelqu'un le sait, vous me le dites en commentaire. Mais je ne sais pas d'où ça vient. Alors là, le S, là, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, tout le monde note un sigma. Donc voilà, on n'a pas le choix. Ok. Voilà, donc ça représente la moyenne, vous voyez, quelque part, hein, la racine carrée de la moyenne des écarts au carré. Ok. Et donc, avant de faire racine de v de x, on est sûr que la variance est toujours positive? Alors ça, c'est souvent un petit piège, parce que, vous voyez, on vient de voir la variance de x, c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré. Et on est sûr que c'est toujours plus grand le premier que le deuxième? Mais en fait, si on réfléchit comme ça, on se pose des questions, on réfléchit, on se dit oh là là là, et c'est très con parce qu'il faut revenir à la définition du départ, je vous rappelle, c'était la moyenne de cette variable aléatoire-là, qui est toujours positive, hein, je veux dire, x moins espérance de x au carré, toutes les valeurs possibles, c'est des carrés, donc on fait des moyennes de valeurs qui sont toutes positives, donc évidemment que c'est positif. Hein, on fait les PI, c'est positif, c'est des probabilités, on fait des sommes de nombres positifs, donc c'est forcément positif. Mais quand, avec la deuxième formule, ça ne se voit plus forcément. D'accord? Donc voilà, l'espérance de x2, oui, c'est toujours plus grand que l'espérance de x, le tout au carré. Mais bon, donc on est sûr que c'est bien, on peut toujours définir ça. Ok, alors qu'est-ce que ça veut dire? Bah, en gros, si sigma de x est petit, ça veut dire que les valeurs elles sont proches de la moyenne. Vous voyez, ça veut dire qu'on a une distribution des valeurs ou des notes, mais à peu près comme ça. Si sigma de x il est moyen, bah, ça veut dire que la moyenne elle est un peu moins représentative. Et puis si sigma de x il est très très grand, bah, ça veut dire que on peut avoir une représentation comme ça où la moyenne vraiment veut vraiment rien dire. Vous voyez? Et donc ça permet d'avoir une idée. Sauf qu'évidemment, quand mes étudiants me présentent ça comme ça, je leur dis, mais alors ça veut dire quoi? Sigma x petit, sigma moins, sigma x grand. Du moment je dis, si sigma de x c'est 1000, c'est grand ou c'est petit? En fait, ça veut rien dire. Sigma de x petit, grand, je l'ai mis comme ça exprès, mais ça veut rien dire en tant que tel. Parce que 1000, sigma de x égale 1000, bah, si c'est, je sais pas moi, des nombres, si c'est par exemple le nombre de Français qui fument, eh ben, la moyenne, on va dire que c'est, je sais pas, quelques 10 millions. À 1000 près, l'écart type 1000, c'est petit. Oui, si on sait ça, la probabilité qu'on fume, enfin bref, aléatoire du nombre de fumeurs, etc. Bon, voilà. Si l'espérance, elle est 1000, elle est 1 million, et l'écart type, il est 1000 fois plus petit, c'est-à-dire que c'est très, très resserré. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, voilà, et par contre, inversement, un écart type de 1, ça peut être grand si notre moyenne, c'est... je sais pas, c'est entre 0 et 2, vous voyez. Le truc classique hein, que je dis, bah voilà, c'est le nombre de testicules par être humain. En moyenne, c'est 1. Hein, à peu près. Hein. Mais l'écart type aussi, c'est 1. Autrement dit, la moyenne ne veut rien dire. Vous voyez, si l'écart type est aussi grand que la moyenne, bah, du coup, que l'espérance, bah, du coup, ça ne veut rien dire. OK? Bref, mais c'est une blague toujours marrante. Hein. Vous dites, ah tiens, moi j'ai une testicule de plus que la moyenne. Ouais, c'est vrai, bon, ok. Bah oui, j'en ai 2. Bref, alors, donc voilà, donc le truc, c'est que plus l'écart type est petit par rapport à l'espérance, c'est ça que ça veut dire quand on dit petit, c'est par rapport à l'espérance, ok, plus celle-ci est significative. Donc vous avez une moyenne de 100 avec un écart type de 2, bah, ça veut dire que, voilà, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, on a pas mal de données qui sont entre l'espérance moins l'écart type et l'espérance plus l'écart type. Entre 98 et 102, on va avoir pas mal de trucs. Entre 96 et 104, on va avoir encore plus. Genre, on va le voir, mais plus de 2 tiers des éléments qui sont entre la moyenne moins 2 écarts types et la moyenne même 3 quarts. Et entre la moyenne moins 2 écarts types et la moyenne plus 2 écarts types, il y a 3 quarts des gens qui sont dedans. Okay, mais justement, c'est ce qui vient après. Donc, c'est la fameuse inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, donc je ne vais pas tout spoiler, mais enfin voilà, morale de l'expérience, c'est l'écart type, s'il est petit par rapport à l'espérance, on a un truc comme ça. S'il est du même ordre que l'espérance, on a un truc comme ça. Ok? Et donc c'est important pour savoir si notre moyenne veut dire quelque chose ou pas, quoi.
Très bien. Allez, un petit exercice, juste pour s'entraîner. Donc vous le faites, je vais le corriger dans la description. Une personne possède 4 clés, parmi lesquelles une seule ouvre la porte. Elle essaye au hasard en éliminant celle qui ne marche pas. Donc elle n'est pas conne, elle n'essaie pas plusieurs fois la même quand même. Hein. Donc elle ne se coupe pas le trousseau pour dire tiens, j'essaye une clé au hasard. Et elle en prend une, ah, c'est pas celle-là, elle en prend une autre, c'est pas celle-là, elle prend une autre. Ok, calculer la loi de X. X, c'est le nombre d'essais qu'elle va mettre avant de trouver la porte. Ok. Calculer son espérance et sa variance. Et reprendre les questions après si au lieu de 4 clés, vous avez n clés. D'accord. Donc les valeurs, si vous avez n clés, bah, ça va être de 1 à n. Minimum, elle utilise une. Et maximum n, c'est vraiment pas de bol. Ok, très bien. Alors, celui-là, j'ai mis des étoiles, il est un petit peu dur, justement, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, mais essayez de le faire, parce que c'est quand même vachement bien. On prend une loi uniforme, donc a priori, la loi la plus facile pour voir. Et ce qu'on va voir plus tard, c'est que ça marche tout le temps, même pour les lois pas uniformes. Mais là, on se met dans le cas d'une loi uniforme. Donc, probabilité de chacun des x1, x2, xk égale à 1 sur k. Okay. J'appelle M son espérance, donc la moyenne des xi, et sigma son écart type. Okay. Donc, je vous laisse calculer. Soit n le nombre de valeurs de x qui sont comprises entre m moins 2 sigma et m plus 2 sigma. Vous voyez, je prends la moyenne plus 2 écarts types, la moyenne moins 2 écarts types, tout ça. Quel est le nombre de valeurs de x qui sont dedans? Ok. Et bien, démontrer que la somme pour i allant de 1 à k des xi moins m au carré est plus grande que k fois k moins n sigma 2. Okay, en appelant n ce nombre-là. Et donc en déduire après, bah, du coup que la proportion, hein, donc n divisé par k, donc la proportion de celles qui sont entre là-dedans, est plus grande que 3 quarts. Hein, d'accord? Au moins 3 quarts des valeurs de x sont comprises entre m moins 2 sigma et m plus 2 sigma, ça veut dire montrer que n sur k est plus grand ou égal à 3 quarts. Ok? Très bien. Et voilà. Et puis, plus généralement, même on généralise complètement, si on prend t écart type, au lieu d'en prendre 2, on en prend t, d'accord? Alors ça peut être 3, mais ça peut même 3,5 ou 5 quarts ou racine de 2, enfin bref. Si on prend entre m moins t sigma et m plus t sigma, vous refaites le raisonnement, vous voyez qu'en fait, le 4 va être remplacé par t2, enfin bon, je ne dis pas tout, vous cherchez, et qu'il y en a au moins, la proportion, c'est 1 moins 1 sur t2. Donc, vous voyez, pour 3 sigma, ça fera 1 moins 1 neuvième, 8 neuvièmes. D'accord? Il y en a 8 neuvièmes qui sont entre la moyenne et avec un écart de 3 sigma. Donc c'était la moyenne de 100 écart de 2. Entre 94 et 106, il y a 8 sur 9. D'accord? Voilà, donc presque tout le monde est dedans, quoi. Voilà, voilà, voilà. Donc c'est pas mal hein, pour comprendre à quel point la moyenne veut dire quelque chose, quoi. Ok. Alors très bien. Petite propriété sur la variance. Maintenant, on a vu que l'espérance de alpha x plus bêta y, c'était c'était linéaire. Eh bien, pour la variance, pas du tout. Alors, pour la variance d'une somme, c'est dans le chapitre précédent avec des x et des y. Mais juste là, variance de alpha x plus bêta. Alors, donc la bêta, c'est une variable aléatoire qui est constante, d'accord? Hein, c'est comme on a vu tout à l'heure, espérance de x. Voilà, à chaque valeur, xi, on associe la même valeur. C'est une variable aléatoire. Bon, pour le coup, elle a une seule valeur, probabilité 1. Bon, ok, mais ça existe. Mais bon, si on a donc une fonction comme ça, hein, f de x c'est alpha x plus bêta, alors la variance de alpha x plus bêta, c'est alpha carré fois la variance de x. Ok? Bon, bah, un petit peu de calcul. Alors allons-y, on utilise la formule qu'on a vue avec l'espérance, qui va nous permettre d'utiliser ce qu'on connaît sur l'espérance. Donc la variance de alpha x plus bêta, c'est l'espérance de alpha x plus bêta au carré, moins l'espérance de alpha x plus bêta au carré. Ok? Bon, bah très bien, alors ça on connaît les formules, maintenant on peut développer tout ça. Hein. Alpha x plus bêta au carré, ça fait alpha 2 x2, plus 2 alpha bêta x, plus bêta 2. Ok? Moins, eh ben, on a vu que l'espérance de alpha x plus bêta, c'était alpha espérance de x plus bêta, espérance de 1 si vous préférez, ou enfin plus bêta, oui, la valeur, la variable aléatoire qui est égale à bêta, son espérance est égale à bêta. Elle a qu'une valeur, probabilité 1, hein, donc la somme à bêta. Ouais. Okay. Donc voilà, ça c'est l'espérance de la deuxième. Ok, donc alpha espérance de x plus bêta, le tout au carré. Ok. Et donc ça maintenant on utilise la formule, la linéarité de l'espérance. Hein, ça fait alpha carré espérance de x2 plus 2 alpha bêta espérance de x plus bêta 2 espérance de 1, donc plus bêta 2. Ok. Moins, alors on développe ce truc-là, ça au carré, ça fait alpha 2 espérance de x au carré, le produit 2 alpha bêta espérance de x, et puis plus bêta 2. Ok.
Alors, plus bêta 2, moins bêta 2, ça c'est sympa, ça s'en va. 2 alpha bêta espérance de x, 2 alpha bêta espérance de x, ça s'en va. Il reste finalement alpha 2 espérance de x2 moins alpha 2 espérance de x tout au carré. Si je mets alpha 2 en facteur, je fais oh bah ça fait espérance de x2 moins espérance de x au carré, ça fait alpha 2 v de x, voilà. Un peu technique, mais ça tombe tout seul. Ok. Allez, maintenant, on y va. On va attaquer des exemples classiques, il serait temps, hein, après avoir vu toutes ces petites choses là, parce que vraiment on n'a vu qu'une loi, hein. On a vu la loi uniforme, elle est sympa, mais bon, ouais. Il y a d'autres lois qu'il faut connaître, qui arrivent souvent. La première, c'est la loi de Bernoulli. Alors, ce n'est pas une loi bien compliquée, parce qu'il n'y a que deux valeurs, 0 ou 1. Ok, bon, pourquoi pas. Hein. Donc ça correspond, vous voyez bien, à une expérience aléatoire qui peut soit réussir, soit échouer, hein, comme ça arrive souvent. Et donc, on dit qu'une variable aléatoire suit une loi de Bernoulli, et on note ça comme ça en disant x avec un petit zigouigou, une petite flèche, des fois comme ça. Donc, suit la loi B de P, ok, si elle prend que deux valeurs, 0 et 1. Voilà, donc c'est une variable qui prend deux valeurs, 0 et 1. Et ben on appelle ça une variable de Bernoulli. Okay, et donc généralement, P, le paramètre P, c'est la probabilité de x égale 1. On aurait pu dire 0, mais c'est la probabilité d'un succès. On va dire que c'est 1 quand c'est un succès, 0 quand c'est un échec. Bon, voilà. Ok, c'est une convention. Hein. Dire, voilà, elle prend deux valeurs 0 et 1, on appelle P la valeur de 1. Et donc, du coup, forcément, c'est 1 moins P la valeur de 0. Hein. Donc là, voilà la loi de probabilité de la loi B de P, Bernoulli. Bon, elle n'est pas très dure. Alors calculons son espérance et sa variance. C'est pas bien dur non plus. Donc voilà, comme j'ai dit, ça permet de modéliser une expérience aléatoire qui possède deux issues, succès et échec. Okay, oméga a peut-être plus d'éléments, mais disons que pour chacune, soit ça réussit, soit ça rate. Et donc on prend x, celle qui vaut 0 quand ça rate, qui donne 1 quand ça réussit, et voilà, sa probabilité. Donc son espérance, comme je disais, alors on y va, 0 fois ça plus 1 fois ça, oh bah ça c'est P. Pas hyper dur. Alors, oulala, maintenant sa variance. Alors sa variance, je vous rappelle, c'est l'espérance quand on met ça au carré. D'accord? Donc 0 au carré fois ça, bah, ok. Plus 1 au carré fois ça, ok. Bah, du coup, ça fait P moins l'espérance de x au carré. D'accord? Donc V de x, ça fait P moins P au carré. L'espérance de x au carré. Donc ça fait P facteur de 1 moins P. Voilà, bref. Ok? Pas très dur, hein? Donc voilà. Chouette. Bon, c'est pas, ça arrive, ok. Mais c'est pas vital. Le plus vital, c'est la loi binomiale. C'est celle qui consiste à faire plusieurs fois une expérience de Bernoulli, comme vous le savez, de façon indépendante et à compter le nombre de réussites et d'échecs. Ok, vous avez déjà tous vu ça normalement au lycée, hein, et vous savez que c'est fondamental, normalement. Donc ça arrive très souvent. Et donc, voilà, on prend donc oméga, un espace probabilisé. On dit qu'une variable aléatoire x, elle suit une loi binomiale de paramètres n et p. Il y a deux paramètres, un entier et p, une probabilité. Et on note x suit la loi BNP. Ok. Si et seulement si les valeurs de x, c'est 0, 1, 2, 3 jusqu'à n, et pour chaque k entre 0, 1, 2 et n, la probabilité que x égale k est égale à cette formule horrible. Alors on va expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc un k parmi n, on l'a revu dans la vidéo sur les dénombrements, là, c'est le nombre de combinaisons, tout ça, c'est le nombre de parties à k éléments d'un ensemble à n éléments. Il y a une formule avec des factoriels, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est de bien comprendre, c'est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, ok, fois p à la puissance k, fois 1 moins p à la puissance n moins k. Bon, alors déjà, d'après la formule du binôme de Newton, que vous avez dû démontrer si vous avez fait tous les exercices des vidéos précédentes, hein, vous savez que la somme de tous ces trucs-là, ça fait bien 1. Pourquoi? Parce que par définition, cette somme-là, elle est égale à p plus 1 moins p, à la puissance n. Hein, ça fait somme des k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k, pam, ça fait bien 1. Parce que p plus 1 moins p, ça fait 1. 1 puissance n, ça fait 1. Donc ça marche bien, c'est bien la somme des éléments fait 1, donc c'est bien une loi de probabilité. Okay, maintenant, pourquoi ça représente ce que ça représente là? Ouh là 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 là. Pourquoi ça correspond à ce que je vous ai dit quand on refait plusieurs fois une Bernoulli? Ça, on ne sait pas encore. A priori, c'est une loi, tiens, bah, tu donnes des valeurs, tu donnes des alpha i, la somme des alpha i fait 1, c'est une loi de probabilité. Ok, super. Mais maintenant, pourquoi c'est utile? Qu'est-ce que ça permet de modéliser? C'est ça qui est super important. Ok. Donc, alors un schéma de Bernoulli, c'est l'expérience qui consiste à répéter n fois de manière indépendante une expérience aléatoire qui a deux issues. Ok, succès et échec. Genre lancer une pièce, mais je le fais plusieurs fois de suite de manière indépendante. Ok. Et à chaque fois, pour chaque expérience, c'est P la probabilité d'obtenir un succès.
Okay. Alors si je fais un schéma de Bernoulli, donc si je fais une expérience comme ça qui a deux issues et je la recommence de manière indépendante une fois de suite, le théorème hyper important, là il y a de l'ombre, il y a de la couleur et tout, il faut bien comprendre ça, c'est que la variable aléatoire qui donne le nombre de succès que j'ai obtenu parmi mes n tentatives, il suit la loi BNP. Autrement dit, pour chaque valeur de k, la probabilité d'obtenir k succès, c'est ce que j'ai dit, c'est k parmi n fois p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre, c'est ça le gros théorème, vous avez déjà vu au lycée, mais qui, enfin souvent au lycée on l'admet plus ou moins, maintenant là on va essayer de le démontrer vraiment. Hein. Ok. Alors voilà, et donc merci Daniel Bernoulli pour ce superbe résultat, parce que ça en pratique ça sert vraiment souvent. Hein. Ok, donc voilà. Alors on va essayer déjà de comprendre. Donc, imaginons j'ai pris n égale 4, parce qu'après j'arrive plus trop à dessiner. Voilà, donc je fais 4 fois une expérience qui a deux issues, et avec la probabilité P de réussir et 1 moins P de rater. Ok. Donc voilà, première fois, deuxième fois, troisième fois et quatrième fois. Ok. Et maintenant, je voudrais bien trouver, tiens, quelle est la probabilité qu'on ait gagné exactement 2 fois? K égale 2. On a fait 4 fois l'expérience, quelle est la probabilité de gagner 2 fois? Alors déjà, pour chacune des branches, là, regardez quelle est la probabilité d'avoir fait ça. Par exemple, d'avoir gagné, comme les expériences par hypothèse sont faites de manière indépendante les unes des autres, on peut multiplier les probabilités les unes. Hein, vous savez, indépendance, ça veut dire que la probabilité d'avoir fait ça, et ça, et ça, et ça, c'est le produit des probabilités à chaque fois ici. Donc là, ça fait P puissance 4. Ici, ça fera P au cube fois 1 moins P. Et à chaque fois, on multiplie, vous voyez, tous les petits nombres qu'il y a autour des branches, hop, pour obtenir les probabilités de chaque branche. Voilà, donc je vous l'ai fait, ici, ça finit par 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P fois 1 moins P, 1 moins P puissance 4. Voilà, donc chacune des branches ici a cette probabilité-là d'être faite. Ok? Bon, vous êtes d'accord? Alors super. Maintenant, il faut que je compte, moi ce que je veux, c'est quelle est la probabilité d'avoir réussi 2 fois. Et donc, il faut que je compte toutes les branches où on a réussi 2 fois. Alors par exemple, il y a celle-là, je réussis, je perds. Mais il peut y avoir aussi je réussis, je perds et je réussis. Voilà, alors j'ai essayé de mettre en couleur voilà, toutes les branches où on gagne exactement 2 fois et on perd 2 fois. Ok? Et donc finalement, la probabilité voilà, que je cherche, hein, celle d'avoir exactement 2 succès, bah, c'est la somme des probabilités qui sont ici marquées en rose. Là. Ok, donc c'est p carré moins p carré, p carré moins p carré, Ah bah c'est tout le temps pareil, dis donc. Bah oui, parce que si on réfléchit bien, si j'ai réussi 2 fois, c'est qu'il y a 2 fois P. Et le reste du temps, 1 moins P. Donc là, c'est aussi 2 fois 1 moins P, mais si j'avais fait 5 expériences, ce serait P2 toujours, et puis 1 moins P au cube. Vous voyez? Si je réussis 2 fois, le nombre de fois que j'ai réussi, bah en fait, c'est ce qu'il y a en facteur de P. C'est le nombre de fois qu'il y a de P dans mon chemin. Ok, on comprend le P puissance K pour avoir réussi K fois. Quoi. Enfin, j'espère que vous commencez à le voir venir. Quoi. Donc, voilà, donc le nombre de fois que j'ai réussi, c'est facteur de P, et puis du coup, ce qui reste, en 1 moins P. Ok. Et alors la question qui reste maintenant, c'est ok, c'est toujours ça, mais alors du coup, combien de branches il y a ça? Alors on compte les branches, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, on va dire 6, d'accord, mais alors moi ce que j'aimerais bien, c'est trouver une formule qui marche tout le temps. On pourrait se dire, tiens, 6 c'est factoriel 3, c'est le nombre de façons de mélanger 3 éléments. Mais on ne voit pas trop le rapport entre les branches et le nombre de façons de mélanger 3 éléments. Et une autre astuce, c'est de se dire, oui, alors attends, comment je choisis mes branches à chaque fois? Ben, en fait, parmi les 4 branches qu'il y a, il a fallu que j'en choisisse 2 dans lesquelles il y avait P. Par exemple, les 2 premières, hop, ça m'a fait ce chemin-là. Ou les 2 dernières, ça m'a fait ce chemin-là. Ou la première et la troisième, ça m'a fait ce chemin-là. Vous voyez, ou la première et la quatrième, ça fait ce chemin-là. En fait, parmi mes 4 flèches, j'en choisis 2 où il y a P. Forcément, les autres, il y aura un moins P. Quel que soit le nombre qu'il y a, hein. J'en choisis 2 où il y a P. Et je vais trouver une branche qui donne exactement. Ok ? Je choisis les 2 endroits seulement où je mets P, et puis voilà, et j'obtiens toutes les façons d'obtenir toutes les branches P. Et donc, combien de façons de faire ça? Il y en a 2 parmi 4. 4 flèches, j'en choisis 2 parmi 4, donc c'est 2 parmi 4. Le 6, il vient de là, vous voyez. D'accord? C'est pas un hasard. Ça fait bien 6, hein, comme vous le savez, hein, ça fait 4 fois 3 divisé par 2, 12 divisé par 2, 6, ok, ça c'est bien. Mais voilà, c'est le nombre de façons de choisir mes 2 succès parmi les n. Ok? Et donc, si je généralise ça, s'il y avait n branches et je veux réussir k fois, en fait, il faut que je choisisse parmi les n branches, les k branches dans lesquelles je réussis, donc k parmi n, p puissance n parce qu'il y en a np, p puissance k, je veux dire, parce qu'il y a k fois p, et 1 moins p puissance n moins k, bah, c'est tout ce qui reste. Ok?
Bon, j'espère que c'est plus clair. On va faire par récurrence, parce que c'est bien beau, ça c'était en terminale, on vous dit ça, et on dit c'est bon, tu as la preuve. Ah ouais, ok, c'est bon, on a compris. Mais nous, on est en licence de maths, donc maintenant, c'est bien beau de dire ça, maintenant, on va faire une preuve par récurrence. Ok? Donc, on va faire par récurrence sur n. Alors, si n égale 1, c'est pas très dur. On fait une fois l'expérience. Bah, du coup, ça devient une loi de Bernoulli, ça s'appelle la loi B1P, loi binomiale à une expérience, c'est la loi de Bernoulli. Ok, bon, bah voilà. Alors on va vérifier, bah, du coup si je prends 1 parmi 1, p puissance 1, 1 moins p puissance 0, bah, ça fait bien p. Ça fait 1, ça fait 1. Ok. Et puis 0 parmi 1, bah, il y en a 1 aussi. P puissance 0, ça fait 1. 1 moins p puissance 1, ça fait 1 moins p. Ok. La probabilité donc d'avoir un succès, c'est p. La probabilité d'avoir 0 succès, c'est 1 moins p. Ça marche. La formule fonctionne bien. Ok, bon. Pour n égale 1. Super. Ok. Oui, parce qu'on peut avoir 0 succès, n'oubliez pas ça quand même. Hein. Les cas, c'est pas entre 1 et n, ça peut être 0. Hein. On peut tout le temps rater. Ok, alors allons-y maintenant. Supposons donc le résultat est vrai pour un entier n fixé. Si on fait n fois l'expérience, hop, ça marche bien. Le nombre de succès, c'est bien la loi binomiale machin. Et donc maintenant, on va faire un schéma de Bernoulli à n plus une étape. On a pris ce n pour lequel ça marchait, fixé. Hein, et c'est la récurrence, c'est important. Hein. On ne suppose pas que c'est vrai pour tous les n. On suppose que c'est vrai à un moment et on va montrer que c'est vrai pour l'entier d'après. Ok. Très bien. Et donc, on prend toujours que P, la probabilité de pour chaque expérience, la probabilité de succès est égale à P. Et donc, je fais mes n plus une expérience. Et donc, pour utiliser ma récurrence, on va être malin, je vais couper en deux. Je vais couper le nombre de réussites dans mes n plus une expérience. Ben, je veux dire, j'ai appelé xn la variable aléatoire qui donne le nombre de succès après les n premières expériences, parce que du coup, je vais pouvoir utiliser mon hypothèse de récurrence. D'accord? Et puis, voilà, donc elle suit une loi BNP par hypothèse. Ok? Et puis je vais appeler y, ou xn plus 1, je ne sais plus comment je l'ai appelé, y, la variable aléatoire qui donne le nombre de succès à la dernière expérience. Ok, donc voilà, mes n plus une expérience, je dis bah, les n premières, il y a un certain nombre de succès, et puis y. Et puis je fais la somme des deux, j'obtiendrai le nombre total de succès. Ok? Ok, jusque-là tout va bien. Donc ce que je sais, c'est que ma variable aléatoire qui compte le nombre de succès, ça va être xn plus y. Bon, ok. Alors par définition du schéma de Bernoulli, vu que chaque expérience ne dépend pas des autres, bah, les variables xn et y, elles sont indépendantes. D'accord? Le résultat de y ne dépend pas de ce qui s'est passé avant, donc ça tout va bien. Donc, allons-y maintenant. Alors, premier cas, donc imaginons que x égale 0. C'est-à-dire quelle est la probabilité d'avoir échoué tout le temps? Bon, bah, si x est échoué tout le temps, bah, là, ça c'est pas très dur. Comme toutes les expériences sont indépendantes, il faut qu'on ait fait 1 moins p à chaque fois. P de x égale 0, c'est 1 moins p puissance n plus 1. Ok, c'est pas très dur. P de x égale n, c'est 1 moins p puissance n, P de x égale n plus 1, puisqu'on a n plus une étape, c'est gagner tout le temps, c'est p puissance n plus 1, ce ne serait pas très dur non plus. Bon, ça va. Maintenant, si x c'est k strictement positif, ok, alors j'ai deux choix. D'accord? Si j'ai k succès, bah, y a deux choix. Soit je les ai fait avant, xn vaut k, et du coup y vaut 0, j'en ai pas fait à la dernière, j'ai pas réussi à la dernière. Soit avant les n premières, j'ai réussi k moins une fois, et j'ai réussi la dernière. Ah oui, j'ai mis n plus une étape, je veux compter quelle est la probabilité d'avoir k succès. Bah, soit j'ai un succès à la fin, et du coup il n'y en avait que k-1 avant, soit j'ai pas de succès à la fin, et donc il y en avait n avant. Ok? Et donc, les deux événements, ils sont évidemment incompatibles, parce que y peut pas être à la fois égal à 0 et égal à 1. Et donc, la probabilité que x égale k, bah, c'est la réunion de ces deux événements. Donc c'est la probabilité que xn égale k et y égale 0, plus la probabilité de xn égale k-1 et y égale 1. Ça tombe bien, comme elles sont indépendantes, la probabilité de ça et ça, c'est le produit des probabilités. D'accord? Donc j'obtiens que P de x égale k, c'est P de xn égale k fois P de y égale 0, plus P de xn égale k-1 fois P de y égale 1. Bon, bah ça, P de y égale 0, 1 moins P, P de y égale 1, c'est P, et puis ça, je l'utilise l'hypothèse de récurrence, puisque je suppose que pour xn, on a la formule de la loi binomiale, et donc on remplace, donc ça fait xn égale k, k parmi n, P puissance k, 1 moins P puissance n moins k, par hypothèse de récurrence, fois 1 moins P, plus, alors attention, parce que là c'est P de xn égale k-1, donc k-1 parmi n, P puissance k-1, k-1 succès seulement, ok, puis n moins k-1, ça fait n moins k plus 1, moins 1, ça fait plus 1, fois P de y égale 1, fois P. Oui, alors on voit ça, généralement c'est panique à bord. Hein. D'accord? Oh là là, comment je vais faire pour en sortir de ce truc-là? Alors regardez, ce qui est pas mal, c'est que si on développe, ici ça fait P puissance K, 1 moins P puissance N moins K plus 1, et puis là pareil, si je multiplie, là, si je mets en facteur plutôt, j'obtiens aussi P puissance K, 1 moins P puissance N moins K plus 1. Ça c'est cool en fait, parce que du coup, vous voyez, les termes qui sont là, c'est les mêmes. Hein, c'est P puissance K, 1 moins P puissance N moins K plus 1.
Donc on peut les mettre en facteur, hein, p puissance k, 1 moins p puissance n plus 1 moins k, ou n moins k plus 1, n plus 1 moins k, c'est pareil. Je l'ai remis dans cet ordre-là. Et du coup, j'ai en facteur ces choses-là. D'accord? Et là, bah, c'est pareil, il faut que ce soit logique. Hein, c'est pas se dire, oh là 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 là, avec les factoriels, les trucs horribles, trouver la formule. Non, 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 ça, réfléchissons. C'est le nombre de façons, vous avez déjà vu le triangle de Pascal normalement, hein, le nombre de façons de choisir k éléments parmi n, plus le nombre de façons de choisir k-1 éléments parmi n, bah, finalement, c'est le nombre de façons de choisir k éléments parmi n plus 1. Pourquoi? C'est toujours l'astuce classique, vous savez, quand je prends k éléments parmi n plus 1, bah, je prends ceux qui contiennent le dernier, ceux qui ne le contiennent pas. Je prends un élément au hasard, d'accord? Donc il y a les parties qui le contiennent et les parties qui ne le contiennent pas. Donc les parties à k éléments parmi n et les parties à k-1 éléments parmi n. Vous voyez, j'ajoute ça, j'obtiens les parties à k éléments parmi n plus 1. Ok, ça peut se démontrer aussi avec les factoriels, mais je pense que c'est mieux de le voir comme ça. Hein. Ok, et donc c'est ce qu'on avait déjà vu pour remplir, vous savez, le triangle de Pascal. Donc voilà, on a cette superbe formule-là. Et donc finalement, on trouve que P de x égale K, regardez, c'est K parmi n plus 1, P puissance K, 1 moins P puissance n plus 1 moins K. C'est exactement la formule où on remplace n par n plus 1. Et donc, par récurrence, on a bien démontré le théorème. Wouhou! Et voilà, on est des grands. On ne met plus comme ça sur un dessin. On fait la vraie preuve. Et on est content. Ok, allez, un petit exercice fastoche pour se chauffer avec la loi binomiale. Alors, si A et B sont deux avions respectivement 4 et 2 moteurs, les moteurs sont supposés indépendants les uns des autres, ok, et ils ont une probabilité P de tomber en panne. Chaque moteur, on va dire, probabilité, on espère petite, P, de tomber en panne. Ok. Et on va dire que chaque avion, il arrive à destination si moins de la moitié de ses moteurs tombent en panne. Okay, donc strictement moins de la moitié de ces moteurs tombent en panne. Hein. Autrement dit, bah, pour celui à 2 moteurs, il ne faut pas qu'il y ait de moteur qui tombe en panne. Voilà. S'il y a un moteur qui tombe en panne, bah, il crache. Okay, et puis pareil, le 4 moteurs, bah, voilà, s'il y en a, hop, hop. Je ne sais pas si c'est moins, inférieur ou égal ou pas. Bon, vous pouvez faire les deux, mais vous pouvez dire si avec 1 ça marche pour l'autre et avec 2 ça marche pour lui, ou si lui en faut 0 et lui il n'en fait pas plus que 1. En fait, ça a deux exercices différents. Je ne sais plus lequel j'ai fait dans le corrigé, donc je suis bien embêté. Donc voilà. Je ne me rappelle plus. Bon bref, donc il y a deux énoncés, parce que là c'est pas clair en fait. Hein. Moins de la moitié, je ne sais pas si c'est strictement moins ou c'est moins inclus, je ne sais plus. Bon bref, ça fait deux exercices à faire en fait. Ok, très bien. Alors, maintenant, allez, ça aussi, il va falloir se remuer un petit peu. On verra plus tard qu'en fait, avec les formules qu'on va voir à la fin du cours, on pourrait faire plus simplement, mais là, on ne les a pas. Donc, il faut mettre les mains dans le cambouis. C'est bien beau, ma loi binomiale, mais je dois bien calculer son espérance et sa variance. Alors, c'est marrant parce qu'intuitivement, je veux dire, tout le monde sait répondre. Si je vous dis, je ne sais pas moi, tu lances une pièce, enfin un dé qui a 10 faces, une chance sur 10, de 1 à 10, et tu le lances, je ne sais pas moi, tu fais la somme des résultats, tu le lances 30 fois. Hop, non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Alors, je recommence. Tu lances un dé à 10 faces, par exemple, mais tu gagnes que si tu fais 10 et tu perds dans les autres cas. Okay, et tu le lances 30 fois, en moyenne, combien de fois tu vas réussir à gagner? Bah, normalement, vous savez quoi. S'il y a une chance sur 10 d'y arriver, on le fait 30 fois, on va y arriver après 3 fois. D'accord? Normalement, ça, tout le monde le sait de façon intuitive, même ceux qui n'ont jamais fait de maths. C'est-à-dire, tu as un truc qui a une chance sur 100 d'arriver. Si tu fais 1000 fois, combien de fois ça va arriver? Bah, à peu près 10. Oui, vous voyez? Donc, c'est ça l'espérance. Maintenant, il faut le prouver. Avec des vrais calculs, avec les coefficients binomiaux, tout ça. Et donc, on va mettre les mains dans le cambouis. Alors, allons-y. Donc, par définition de l'espérance, ça, c'est la définition standard. Les valeurs possibles, c'est de 0 à n, puisque je fais n fois l'expérience. Je peux tout le temps rater, je peux réussir tout le temps. Ok, donc les valeurs, c'est 0 à n, k fois la probabilité de x égale k. Et donc je remplace, bah, c'est k fois k parmi n fois p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Quelle horreur! Quelle horreur! Comment calculer ce truc-là? Alors, bah, il faut commencer par regarder ce truc-là. En fait, ça simplifie un petit peu. Donc là, c'est le plus simple, malheureusement, c'est d'utiliser les factoriels. Donc, alors, k parmi n, c'est factoriel n divisé par factoriel k fois factoriel n moins k. Et donc, si je multiplie ça par k, bah, du coup, ça simplifie. En bas, ça fait factoriel k moins 1. D'accord? Ça pourrait changer rien, juste factoriel k moins 1, mais du coup, je vais faire le malin et je vais mettre n en facteur. Ok? Du coup, en haut, j'ai factoriel n moins 1. Et le n moins k, en fait, l'écart entre n et k, c'est le même que l'écart entre n moins 1 et k moins 1. Vous voyez?
Donc là, ça fait n-1 moins k-1. Alors l'avantage de faire ça, c'est que je retrouve une formule de binomial, vous voyez, cette fois où au lieu de n, c'est n-1 et au lieu de k, c'est k-1. Autrement dit, je trouve que c'est n fois k-1 parmi n-1. Ok? Et il n'y a pas de raison a priori que ça va me sauver la vie de faire ça, mais en fait si, vous allez voir, c'est fantastique, ça me permet de calculer. Alors allons-y, donc on remplace ce truc-là par ce truc-là dans la somme. Donc on obtient que l'espérance de x, du coup le n là, c'est une constante, il ne dépend pas du tout de k, donc je peux le sortir. Ça fait n fois somme de k-1 parmi n-1, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Bon, c'est presque une formule de binôme de Newton, sauf que non, parce que bon déjà, alors k il va de 1 à n, parce que k égale 0, il n'y était pas, d'accord? K égale 0, je l'avais enlevé. Donc il y a n-1 terme, ok? Et c'est presque des binômes de Newton, mais pas complètement. Déjà, il faudrait que j'aille de 0 à quelque chose, à n-1, donc peut-être faire un petit changement de variable. Hop. Et donc si je prends k entre 0 à n-1, donc dans ma somme, il faut que je remplace le k qui était ici par k plus 1, d'accord? Parce qu'en vrai, là, il doit partir de 1, arriver à n, là je dis il va de 0 à n-1, donc il faut que je remplace par k plus 1 à chaque fois. Donc k-1, ça devient k, donc ça c'est pratique, mais le k, il devient k plus 1 ici, et puis du coup le k, il devient k plus 1 ici, et donc ça fait moins k, ça fait moins k moins 1, moins 1 moins k. Ok, et là je regarde, ça commence à ressembler à quelque chose, hein. Regardez, somme pour k allant de 0 à n-1 des k parmi n-1, p puissance, si c'était p puissance k, 1 moins p puissance n-1 moins k, j'obtiendrais exactement la formule du binôme de Newton. Hein. Juste c'est p puissance k plus 1 au lieu de k. Là. Je vais sortir un p de la somme pour le fun, et donc ça fait np fois somme avec p puissance k. Et là regardez bien, sous mes yeux ébahis, somme pour k allant de 0 à n-1 de k parmi n-1 p puissance k, 1 moins p puissance n-1 moins k, c'est exactement la formule du binôme de Newton, donc c'est p plus 1 moins p à la puissance n-1, et donc ça fait 1, et donc ça c'est égal à np. Ouf. Ouais, pour démontrer ce truc qui était super intuitif, hein, c'est-à-dire la probabilité p, tu le fais n fois, d'accord, donc si p c'est 1 sur 10, tu fais n fois sur 10, ça a marché, oui, c'est n fois p, quoi. C'était le truc super intuitif, l'espérance de la binomiale, BNP, c'est NP. Mais ouais, les calculs de la mort qu'il faut faire pour réussir à démontrer un truc évident. Des fois, c'est marrant les maths, mais intuitivement, le résultat est très simple, la preuve, elle est chaude. Et encore, accrochez vos ceintures, parce que maintenant, il faut faire la variance. Alors là, pour la variance, il faut commencer par calculer k fois k-1 fois n parmi k. K parmi n, je veux dire. Alors on y va, oui, parce qu'on va avoir besoin de ça. Hein. Là, je fais un peu astucieux, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Hein. Ok, donc k-1, là ça fait factoriel k-2, donc du coup vous voyez venir l'histoire, là je vais faire la même écart entre n et k, c'est pareil qu'entre n-2 et k-2, et du coup je vais mettre n et n-1 en facteur, et j'obtiendrai n factoriel n-2 sur k-2 factoriel n-2 moins k-2 factoriel, autrement dit j'obtiendrai k-2 parmi n-2. D'accord, donc en fait l'astuce qu'on a faite tout à l'heure, pour k fois k parmi n, je le fais avec deux éléments, ok, parce que j'en ai besoin, hein. Malheureusement, puisque voilà, la variance la variance je ne l'ai pas encore, donc je peux calculer cette somme-là. Alors, on va dire, mais ce n'est pas ça qu'on voulait, nous on voulait somme des k2, hein, l'espérance de x2, vous savez, c'est somme des k au carré fois tout ça. Mais somme des k au carré, je ne sais pas trop, mais somme des k fois k-1, c'est presque somme des k au carré, hein. C'est somme des k au carré moins somme des k, et la somme des k on l'a fait avant, c'est l'espérance, tout ça, donc je vais m'en sortir, vous voyez. Tout ça c'est pour calculer l'espérance de x2, en vrai. Vous voyez, si j'étais parti bêtement, j'aurais dit c'est somme des k au carré fois tout ça et j'aurais pas su quoi en faire. Parce que k au carré fois ce truc-là, je ne sais pas quoi en faire. Mais grosse astuce, d'accord, il faut écrire k au carré comme k fois k-1 plus k. Ouais, faut y penser, hein, c'est pas évident. Bon, enfin, en tout cas, cette somme-là, ça s'arrange bien. Donc bon, alors la somme pour k allant de 0 à n de ça, en fait, pour k égale 0 et k égale 1, ça vaut 0, hein, parce qu'il y a k et k-1. Donc c'est la somme qui commence à 2. Je peux sortir le n-1 ici, et j'obtiens donc n-1 fois la somme pour k allant de 2 à n des k-2 parmi n-2, p puissance k, moins p puissance n-k. Ok. Et donc maintenant vous me voyez venir, tu changes, tu mets hop, tu remplaces k par k plus 2, tu vas de 0 à n-2, ok, et donc là de q, le k-2 devient k, le k devient k plus 2, et puis le n-k devient n-2 moins k. Ok, tout le monde a déjà fait le coup, maintenant on a compris, et donc maintenant ça, hop, tu sors le p au carré, et tu obtiens le binôme de Newton, hein, tu obtiens exactement p plus 1 moins p puissance n-2, ok, donc tout va bien. On va supposer qu'n était supérieur à 2, mais on faisait au moins 2 fois l'expérience, hein, parce que sinon, bon, ok. On l'a déjà vu pour n égale 1, on l'a déjà vu, c'est Bernoulli. Donc on suppose que n est supérieur ou égal à 2, et on obtient donc cette somme-là. Ouf! On va me dire, bon d'accord. Et ça, si on y réfléchit bien, donc c'est la somme des k au carré fois tout ça, espérance de x2, moins la somme des k fois tout ça, moins espérance de x. Ok?
Et donc finalement, je peux en déduire que ça fait l'espérance de x2 moins np, on a déjà fait le calcul avant. Ok. Et donc finalement, je peux trouver l'espérance de x2, et donc la variance, parce que la variance c'est espérance de x2 moins espérance de x, le tout au carré. Alors espérance de x2, c'est la formule qui est là, c'est nn-1p2 plus np, d'accord, je passe lui de l'autre côté. Espérance de x2, c'est tout ça, nn-1p2 plus np, et puis moins espérance de x au carré, moins np au carré, donc moins n2p2. Alors maintenant, n2p2, il était là, moins n2p2, ça dégage, il reste moins np2 plus np, donc np moins np2, et donc si je mets np en facteur, j'obtiens np facteur de 1 moins p. Et voilà, tout ça pour cette formule. Ok, la variance, en fait, c'est l'espérance fois 1 moins p. Bah ouais, mais n'empêche que, à démontrer, c'est costaud. Hein. Ok, voilà. Donc la démonstration n'est pas inintéressante. C'est toujours bien de savoir un peu manipuler les coefficients du binôme, même si là, j'avoue que c'était chaud. Et puis on verra une autre démonstration à la fin vachement plus simple, quand on aura vu d'autres formules, mais là on ne les a pas encore vues. En tout cas, il faut savoir, espérance NP, variance NP1-P, ça il faut le savoir, hein, d'accord? Là je ne l'ai pas encadré en rouge, mais il faut absolument le savoir. Hein. Ok. Allez, un petit exercice. Donc un avion peut accueillir 20 personnes. Des stats montrent que 25% des clients qui ont réservé ne viennent pas, en général. Ok. Et donc soit X, c'est variable aléatoire, nombre de clients qui viennent après réservation parmi les 20. Quelle est la loi de X? C'est une loi binomiale, à vous de me dire les paramètres, bien évidemment. D'accord? Alors on fait toujours des hypothèses, on suppose qu'évidemment les clients ne viennent pas indépendamment les uns des autres. Ce qui n'est pas forcément complètement égal, parce que des fois ils viennent par couple, et s'il y en a un qui ne vient pas, du coup l'autre ne vient pas non plus. Ou par groupe et tout ça, mais bon, on admet que les clients qui viennent ou pas, c'est indépendant, leur choix les uns des autres, hein, d'accord? Pour avoir une loi binomiale, et donc du coup, quelle est son espérance, son écart type, ok? Et donc à l'aide de la calculatrice, après vous calculez avec, il y a un petit bouton loi binomiale, ce serait bien de savoir l'utiliser, il y a des tutos sur internet, sinon si vous ne savez pas faire, suivant la marque de la calculatrice, voilà, il y a des méthodes pour calculer directement les valeurs, hein, parce que c'est un peu chiant à la main. Vous voyez, quand n égale 20, les coefficients de binôme, ça peut devenir pénible. Donc déterminer le nombre de réservations qu'on doit prendre au maximum pour la probabilité qu'une manquée de place soit inférieure à 50%. Ok, donc quel est le cas pour que la probabilité de x strictement plus grand que... qu'à la fin, la probabilité qu'il y ait plus que 20 personnes qui viennent, voilà, soit inférieure à 50%. Quel est le plus grand cas qu'on peut prendre possible pour ça? Ok. Alors ensuite, les pommes pourries. Un épicier remplit un lot de pommes dont il y en a 25% sont avariées. Ok. Donc voilà, et comme il est un peu négligent, il décide d'essayer de les vendre quand même. Donc il donne à un employé, tu dis tiens, tu fais des emballages de 10 pommes chacun. Ok. Et puis parmi toutes les pommes, tu fais pas le tri, tu mets des paquets de 10. Ok. Et puis chaque client, si il achète, donc quand il trouve dans un sachet de 10, 3 ou plus qui sont avariés, il va voir en disant c'est quoi ce bordel, tu vas me rembourser le paquet. Ok. Donc s'il y en a un qui est avarié, il dit bon, voilà, j'ai la flemme d'y retourner, 2, bon, hein, mais à partir de 3, ça va, tu me rembourses le paquet. Bon, très bien. Et donc il revient se plaindre. Ok. Et donc l'épicier, imaginez qu'il y ait vendu 100 paquets de pommes comme ça, à combien de plaintes il doit s'attendre? Voilà, donc vous introduisez la variable aléatoire du nombre de clients qui viennent se plaindre et on demande son espérance en fait. Hein. Ouais, il faut traduire en mathématiques. Là, je vous aide un petit peu, mais... Ok. Alors allons-y, maintenant on va attaquer un petit peu les inégalités dont on parlait tout à l'heure. On l'a vu dans le cas particulier là, de la loi uniforme, mais en fait on dit oui, ça marche tout le temps, l'histoire, la moyenne, les écarts types, bref. Allons-y tranquillement. Inégalité de Markov. Donc celle-là, honnêtement, elle n'est pas super importante, mais elle est importante dans les démonstrations, dans les étapes pour la démonstration du truc important. Ok. Donc voilà, c'est pour les étapes de la preuve en fait. En tant que telle, elle est sympa pour ceux qui seront plus tard spécialistes en probabilité, ils connaissent tous ça, mais en vrai, moi je ne la connaissais pas avant de faire ce cours, hein, je le dis clairement. Donc c'est pas un truc vital. Mais bon, c'est important pour la suite, donc on va quand même le démontrer. Alors si on prend donc oméga un espace probabilisé fini, on prend une variable aléatoire positive, attends, valeur positive, important. Alors, si je prends un lambda, n'importe lequel, positif, la probabilité que x est plus grand que lambda, oui, parce que si lambda est négatif, vu que x est positif, la probabilité de x plus grand que lambda, c'est 1. Bon, donc ça, c'est pas très dire. Mais alors, la probabilité que x soit plus grand que lambda, c'est plus petit que l'espérance de x sur lambda. Honnêtement, moi, je visualise rien, à peu près rien. Là, honnêtement, ça ne me parle pas tellement. Autant le résultat final, on arrive à peu près à comprendre. Là, ça, moi, plus lambda est grand, plus la probabilité que x plus grand que lambda est petite, okay, donc c'est pas tellement étonnant que ce soit une fonction décroissante de lambda. Mais pourquoi espérance de x sur lambda? Quand on fait la preuve, ça se voit, mais sur le moment comme ça, moi honnêtement, je vois pas trop, donc vous prenez pas trop la tête.
On va juste le démontrer, c'est tout con. On fixe un lambda strictement positif. D'accord? Donc on va supporter les supports de x, les valeurs de x, d'accord, qu'elle peut prendre en deux parties. Bah, les valeurs supérieures à lambda, les valeurs inférieures à lambda. Jusque-là, ça va bien. Et probabilité de x plus grand que lambda, c'est la probabilité des x qui sont plus grands, pour lesquels les valeurs sont plus grandes que lambda. C'est juste. Donc je coupe en deux, ceux qui sont plus petits que lambda, c'est plus grand que lambda. Jusque-là, tout va bien. Donc, ok, le support, donc les valeurs possibles de x, je coupe en deux, bah, c'est p et n. P, c'est celles où elles sont plus grandes que lambda. Les xi qui sont plus grands, et n, les xi qui sont plus petits. Et bah, ok, ça tu peux toujours le faire, quelle que soit la valeur lambda. Si lambda est très grand, ils sont tous plus petits. Si lambda est très petit, ils sont tous plus grands. On peut toujours le faire. Ok, et maintenant on va calculer l'espérance de x. Alors l'espérance de x, bah, du coup, c'est la somme des xi, p de x égale xi, pour toutes les valeurs de i. Mais du coup, je peux couper en deux les valeurs qui sont dans p. Tiens, je ne sais pas pourquoi, le i et j étaient devenus p et n. Donc la somme pour i dans p des xi, p de xi, et la valeur pour i dans n des xi, p de xi. Vous voyez, c'est la somme de tout, c'est une partition, les xi sont soit dans p, soit dans n. Mais du coup, je coupe ma somme en deux sommes. Ceux pour lesquels c'est plus petit, ceux pour lesquels c'est plus grand. Ok? Et donc, du coup, bah, ça, vu que c'est positif, les probabilités et les xi rappellent variables aléatoires, elles prennent des valeurs positives. Donc cette somme-là, elle est positive. Donc la somme, ça plus ça, c'est plus grand que juste la somme de cela. D'accord? Ok? Jusque-là, tout va bien. Et ça, c'est la somme pour les xi qui sont plus grands que lambda. Donc cette somme-là, elle est plus grande que lambda, parce que les xi sont tous plus grands que lambda, donc elle est plus grande que lambda fois la somme des p de xi pour i appartient à i. Ok? On va dire, bon d'accord, mais cette somme-là, p de x égale xi pour x plus grand que i, c'est exactement la probabilité que la valeur de grand x soit plus grande que lambda. C'est toutes les valeurs de xi pour lesquelles ça donnait une valeur plus grande. D'accord? Donc cette somme-là, c'est exactement la probabilité que grand x soit supérieur ou égal à lambda. Et donc finalement, j'ai trouvé que l'espérance de x, elle est plus grande que lambda fois la probabilité de x plus grand que lambda. Là, je divise par lambda et hop là. P de x égale lambda est plus petit qu'espérance de x sur lambda. Voilà. La preuve, elle est assez miraculeuse. Ah bah oui, ça marche. Ok? Donc l'astuce, c'est de se couper en deux. Si on n'y pense pas, c'est dur. Mais si on y pense, bah, ça devient tout con. Ok? Donc on a ce résultat-là. Alors maintenant, hop, un autre résultat. Je prends cette fois toujours un espace probabilisé fini, toujours une variable aléatoire x. Je prends un petit p n'importe comment entre 1 et plus l'infini. Ok? Et je dis, bah, quel que soit lambda positif, la probabilité que valeur absolue de x est plus grand que lambda est plus petit que l'espérance de valeur absolue de x puissance p sur lambda puissance p. Oh là 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 là. Alors, bon, alors déjà je prends valeur absolue de x, d'accord? C'est une variable aléatoire qui est tout le temps positive, donc du coup ça c'est pas mal. Et ce qu'on a vu en fait avant, l'exercice qu'on a vu avant, c'est que p de valeur absolue de x plus grand que lambda, c'est plus petit qu'espérance de valeur absolue de x sur lambda. Donc la seule différence avec l'énoncé d'avant, parce que valeur absolue de x est positive, donc on peut bien appliquer les résultats à l'inégalité de Markov pour p égale 1. La seule différence, c'est qu'il y a un p ici. Mais en fait, c'est pas très dur, parce que l'application qui a x aussi x puissance p, j'ai pris exprès p positif, donc elle est croissante. D'accord? Même si p est égal à 1,5, elle était croissante, mais enfin bon. Nous, on veut p plus grand que 1. Donc, cette fonction-là, elle est croissante, même strictement croissante. Et donc, dire valeur absolue de x est plus grand que lambda, c'est équivalent à dire que x puissance p est plus grand que lambda puissance p. Hein, c'est ça le truc des fonctions croissantes, il faut bien comprendre. Ça veut dire quoi une fonction croissante? C'est-à-dire que ça ne change pas le sens des inégalités. Si a est plus petit que b, f de a est plus petit que f de b. D'accord? C'est ça une fonction croissante. Une fonction décroissante, c'est une où ça inverse le sens des inégalités. Hein. Si a est plus petit que b, f de a est plus grand que f de b. Ok? Donc là, mon application x puissance p, elle est croissante. Donc, si valeur absolue de x est plus grand que lambda, valeur de x puissance p est plus grand que lambda puissance p. Ok? Et en fait, c'est même une équivalence parce que la fonction qui a x associe x puissance 1 sur p aussi est croissante, on peut venir dans l'autre sens. C'est même équivalent en fait, parce qu'elle est strictement croissante. Si valeur absolue de x puissance p est plus grand que lambda puissance p, alors valeur absolue de x est plus grand que lambda. Ok? Ça marche dans les deux sens, donc c'est vraiment équivalent en fait. Donc, en fait, l'événement valeur absolue de x plus grand que lambda, c'est le même que l'événement valeur absolue de x puissance p plus grand que lambda puissance p. Hein, si lambda est positif, il n'y a pas de problème, c'est la même chose, ça et ça. Si x vérifie ça, x vérifie ça, si x vérifie ça, x vérifie ça. Donc c'est le même en fait. Donc la probabilité de ça, c'est la probabilité de ça. Et là du coup, je peux appliquer ce qu'on a vu juste avant à la variable aléatoire valeur absolue de x puissance p, qui est bien une variable aléatoire positive. Et puis, j'applique à lambda puissance p plutôt que d'appliquer à lambda. Et donc j'obtiens l'espérance de valeur absolue de x puissance p divisée par lambda puissance p. Bim. C'est l'égalité précédente, d'accord, qui est appliquée à la variable aléatoire
valeur absolue de x puissance p, et à la constante lambda puissance p. Ok, donc voilà. Très bien, donc on progresse. Ça aussi, hein, pas vital du tout. Hein. Ok, très bien. Alors maintenant, on applique ça. Je prends y, une variable aléatoire n'importe comment, et je vais poser x égale valeur absolue de y moins espérance de y, et p égale 2. Pourquoi pas? C'est bien, je veux dire, voilà. C'est bien une variable positive, enfin, voilà. Ok, donc j'obtiens finalement que la probabilité de valeur absolue de y moins espérance de y plus grand que lambda, en fait, il n'y a pas forcément la valeur absolue là. X égale y moins espérance de y, et du coup, valeur absolue de x, ça fait valeur absolue de y moins espérance de y. Pas besoin de mettre deux fois valeur absolue, ça ne fait pas de sens. Hein. Bon, bref, probabilité de x plus grand que lambda est plus petit que l'espérance de, de ça au carré. L'espérance de valeur absolue de y moins espérance de y au carré. Bah, du coup, là aussi, la valeur absolue fait plus trop de sens, parce qu'au carré, on s'en bat les steaks. Mais enfin bref, sur lambda au carré. Ok? Mais là, oh, mais dis donc, espérance de y moins espérance de y. Alors, attention, à l'oral, c'est toujours dur. Espérance de y moins espérance de y au carré. Ça, ce serait-il pas la variance de y? Donc ça, finalement, la probabilité que l'écart entre y et son espérance en valeur absolue est plus grand que lambda, c'est plus petit que variance de y sur lambda au carré. Ok? Et bien ça, c'est important. Et donc ça s'appelle l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Et ça, c'est vraiment important. Ok? Donc voilà, c'était nos amis Chebyshev et bien-aimé qui ont démontré, formalisé cette sympathique formule. Alors telle qu'elle, elle ne parle pas forcément bien, donc on va expliquer un petit peu plus. Hein. Mais ça permet, vous voyez, de majorer l'écart que x peut avoir raisonnablement avec son espérance, okay, en fonction de sa variance. Plus la variance est petite, en gros, plus ça va être dur pour x d'être loin de son espérance. Ok? Donc voilà, prenons un exemple. Si je prends, hop, m l'espérance de x et sigma l'écart type, la racine de v, et bien en fait, dire que x appartient à m moins t sigma, m plus t sigma, vous savez, c'est l'exercice qu'on a vu tout à l'heure. Une reformulation de ça, ça veut dire que l'écart entre x et m, en valeur absolue, il est plus grand que t sigma. D'accord? Il est plus petit. X est là-dedans, c'est-à-dire que l'écart entre x et m est plus petit que t sigma, et donc c'est l'événement contraire que plus grand, et donc c'est 1 moins la probabilité que l'écart entre x et m soit plus grand que t sigma. Ok? Ah, voilà, je voulais plus grand, donc du coup, la probabilité que x soit entre m moins t sigma et m plus t sigma, j'ai pris l'événement contraire pour pouvoir m'en sortir. La probabilité qu'il ne soit pas dans l'intervalle ouvert, là, c'est donc qu'il soit là-dedans. L'écart entre valeur absolue entre x et m est plus grand que t sigma. Et donc ça fait 1 moins ça. Et ça, eh ben, du coup, c'est plus petit que ça. D'accord? Et donc, moins ça, c'est plus grand que moins ça. Et donc, c'est plus grand que 1 moins v de x sur t2 sigma 2. Ok? Et oh, bah disons sigma 2, c'est v de x, c'est la même chose. Hein. D'accord? C'est l'écart type sigma. Sigma au carré, ça fait v de x. Et donc, ça simplifie, ça fait 1 moins 1 sur t2. Vous voyez le résultat que je vous ai dit qui était difficile à démontrer, là? Bah, c'est immédiat avec la formule de bien-aimé de Chebyshev. Et attention, nous c'était un peu difficile à démontrer et c'était pour la loi uniforme hein, uniquement. D'accord? Là, ça tombe tout de suite et c'est pour n'importe quelle loi. J'ai pas fait d'hypothèse sur la loi de X. Hein. Ouais, c'est ça qui est fort. Quoi. L'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, elle nous dit, ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous prenez la moyenne et vous prenez par exemple 2 écarts types, bah, vous avez 3/4 des valeurs. Enfin, alors, 3/4 des valeurs. La probabilité de tomber entre là est égale à 3/4. Ok? C'est pas tout à fait pareil, mais enfin bon. Donc voilà, c'est vachement intéressant de savoir ça. Hein, d'accord? Sur notre variable aléatoire, savoir comment les valeurs sont distribuées par rapport à la moyenne, eh ben, c'est important de. Cette inégalité-là nous permet de voir, en fait, permet de détecter, tiens, on fait des hypothèses sur l'aléatoire, on compare avec les valeurs qu'on a trouvées, est-ce que c'est compatible ou pas? Si on tombe souvent à plus que 3-4 écarts types de la moyenne, c'est que c'est pas vrai. Notre hypothèse, elle est fausse, quoi. Vous voyez? C'est ce genre de truc, quoi. Bref. Allez, quelques petits exercices. Donc, on lance 6 fois un dé équilibré à 6 faces. Ok? Quelle est la probabilité que chaque résultat soit paru une fois à l'issue de ce tirage? Autrement dit, que j'ai obtenu une fois un 1, une fois un 2, une fois un 3, une fois un 4, une fois un 5, une fois un 6, dans n'importe quel ordre. Voilà. Est-ce que c'est. Bon, ça va pas être très souvent, mais quelle est la probabilité que ça arrive? Allez, on lance 60 fois un dé. Waouh! Il faut être motivé. On peut lancer 60 dés, ça revient au même.
Quelle est la probabilité que le nombre d'apparitions du numéro 1 soit compris entre 8 et 12? Vous voyez? Donc voilà. Là, vous allez calculer exactement, hein, c'est une loi binomiale, tout ça, machin, ok. On lance 36n fois 1d. Alors là, cette fois, voilà, il y a des lettres, ça devient plus compliqué. Montrer que la probabilité que le nombre d'apparitions du numéro 1 soit strictement compris entre 5n et 7n est supérieur ou égal à 1 moins 5 sur n. Bon, bah ça, c'est du bien aimé de Chebyshev, hein. Donc voilà, au boulot. Donc voilà, il faut faire l'écart type, la variance, machin truc. Bon. Et trouver un intervalle tel que la probabilité que le nombre d'apparitions du numéro 1 soit pas dedans soit inférieur à 1%. Donc là, c'est bien aimé de Chebyshev à l'envers. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on veut que ce soit 1%, et donc il faut trouver quelle est la borne. Ok? Très bien. Allez, au boulot. Alors, voilà un petit exercice un petit peu théorique sur les variables aléatoires. Il y a le corrigé sur BIMMAT et mon corrigé, qui ne sont peut-être pas tout à fait égaux, parce que je n'ai pas trop regardé. Peut-être c'est exactement les mêmes, mais ce serait un coup de bol. Bon, enfin bref. Donc je prends x et y, deux variables aléatoires, indépendantes, qui suivent chacune la loi uniforme sur 1n. D'accord? Bon, pourquoi pas. C'est marrant, c'est pas les mêmes, vous voyez, c'est assez bizarre, mais elles sont indépendantes, mais elles ont la même loi. Vous voyez, c'est genre, je ferai 2 fois de suite, vous voyez, lancer 2D indépendamment, quoi, à n face. Bon, bref. Et donc, déterminer que P de x égale y. C'est comme si 2D à n face, qui est la probabilité qu'ils obtiennent le même résultat chacun, quoi. Quelle est la probabilité que x soit plus grand ou égal à y? Ok. Et déterminer la loi de x plus y. Voilà, voilà, voilà. Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Ok, donc x plus y, la somme des 2D de n face, hein, voilà, bref. Ok. À la chasse au canard. Ah, celui-là, il n'est pas facile, hein. On peut vite le prendre mal. Donc voilà, si vous ne trouvez pas tout de suite, c'est un peu normal, il est un peu subtil, hein. Donc un groupe de R chasseurs tire simultanément sur un vol de N canards. Ok. On suppose que chaque chasseur a une probabilité P de toucher sa cible. Donc chacun choisit un canard, le vise, il a une probabilité P de toucher. Ok. Et que ça ne dépend pas des autres chasseurs. D'accord? Donc il y en a peut-être plusieurs qui tirent sur le même canard, mais ils ont tous la même probabilité de le toucher. Okay, voilà. Et la question, c'est combien de canards vont survivre? Donc il faut la variable aléatoire du nombre de canards qui vont survivre, je demande son espérance, quoi. Okay, et donc par exemple, s'il y a 80 chasseurs qui tirent sur un groupe de 20 canards, mais qu'ils ont tous une chance sur 4 de toucher, donc moralement on pourrait se dire 95 chasseurs, il y en a une chance sur 4 de toucher, ils vont en toucher 20 et donc ils vont tous mourir. Mais en fait non. Voilà, essayez de comprendre, de trouver combien il y en a qui vont survivre dans ce cas-là, pour vérifier un petit peu votre formule, quoi. Voilà, voilà. C'est nettement plus que... Enfin, voilà, je ne dis pas, c'est entre 5 et 10, voilà, pour que vous puissiez un peu vérifier, si c'est logique ce que vous avez dit. Mais c'est pas facile. Ok, ensuite la vache folle. Alors, une épidémie frappe le cheptel bovin français. On estime que 10% des bêtes sont malades, ok, et se contaminent le lait. Bon, alors il faut absolument dépister cette maladie pour l'arrêter le plus vite possible, hein, parce que, voilà... mais ça coûte hyper cher de tester, alors on se dit, bah tiens, on va peut-être mélanger le lait de K vache, on prend un groupe de K, ok, on teste le mélange, et hop, et si c'est contaminé, du coup on reteste les cages de l'échantillon, mais si jamais il n'est pas contaminé, c'est que les K vaches sont saines, et hop, on a fait un test, on a fait K d'un coup. Ok. Et donc évidemment, le but du truc, c'est de choisir quelle valeur de K est la plus efficace, hein, en sachant que 10% des bêtes sont malades. Ok. Et donc voilà, donc première chose, combien de tests en moyenne faudra-t-il pour tester un groupe de K vaches? Bon, il y a 2 cas, soit il y en a une qui est malade, soit il n'y en a pas qui sont malades et tout ça. Donc voilà, s'il n'y en a pas qui sont malades, un test. Sinon, bref, je vous laisse calculer tout ça. L'espérance, c'est pas très dur. Ok, montrer que cette méthode est plus rentable qu'un test systématique de tout le troupeau. Donc si, lorsque K fois 0,9K est plus grand que 1. Et donner l'ensemble de valeurs de K qui vérifient cette inégalité. Voilà, trouver les valeurs de K pour lesquelles c'est plus rentable qu'un test systématique de tout le troupeau. Ok. Et ensuite, quelle valeur de K il faut choisir pour tester tout le cheptel français, hein. Voilà. Quelle est celle qui, au global, nous donnera le moins de tests à faire? Pour quelle valeur de K il faut faire? Voilà. Ok. Très bien. Allez. Alors, les vaccins. Vous êtes responsable de l'achat à l'hôpital de La Rochelle. Sur les 175 000 habitants de l'agglomération, 42 000 ont demandé à se faire vacciner contre la grippe lors de la campagne de l'automne 2022. Alors ça, c'est à vous de faire des hypothèses, savoir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire. Oui, bah voilà. Le vaccin coûte assez cher, expérimenté en quelques mois, vous devez en acheter le moins possible, d'accord, mais vous ne voulez quand même pas en manquer. Ce serait embêtant que des gens demandent à se faire vacciner qu'il n'y ait plus de vaccin, quoi. Et donc, combien vous en achetez pour que le risque d'en manquer soit inférieur à 10%, inférieur à 1%? Donc, bien évidemment, il va falloir faire des hypothèses. Donc, on va supposer des choses, hein, voilà, que ça c'est une loi binomiale, à vous de trouver les paramètres, etc. Et puis là, vous faites du bien-aimé de Chebyshev pour essayer de voir combien il faut en acheter pour être à peu près
sûr de ne pas en manquer à 1% de chance de se planter ou 10% de chance de se planter. Voilà, voilà. Allez, c'est tout pour ce coup-ci. On a bien bossé. Je pense que la vidéo est bien assez longue comme ça. Et donc, je vous dis ciao et à bientôt. Allez, petite dernière. Voilà, Mourad n'a pas coupé. Bravo, Mourad. Donc, écoutez, je remercie tous ceux, toujours, comme d'habitude, ces fameux gens, là, voilà, ceux qui sont en bleu, c'est ceux qui donnent depuis le plus longtemps, au moins plus de 2 ans, qui donnent des sous tous les mois, c'est fantastique. Les premiers, là, c'est classé par ordre, ceux qui donnent les plus grandes valeurs. Il y a un match au premier, hein, ça peut-être s'inverser dans pas trop longtemps, mais il y a encore un match en tête, mais c'est toujours Albin qui gagne pour le moment. Donc voilà. Et bref, voilà, merci, hein, ça me fait, je ne dis pas que je ne ferais pas les vidéos si je n'avais pas ça, mais ça fait quand même super plaisir, hein, d'accord, de boire des bières à votre santé, etc. Donc c'est cool. Là bientôt il y a une fête qui va avoir lieu, parce que là, en fait, si on est je sais plus, 2-3 juillet, là, et donc il y a une fête le 14 juillet à la maison, et il y aura des sous pour payer des bières à tout le monde, c'est grâce à vous, etc. etc. Donc bref. Voilà, pour ceux qui se demandent, on est le 2-3 juillet 2023, d'accord. Voilà, je ne sais pas quand cette vidéo, vous allez la regarder, peut-être dans 2035, ce serait fantastique, mais enfin bon. Bref, on verra bien. Et donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu, elle était super longue, mais voilà, j'ai essayé de pas... Bon, j'ai quand même coupé en deux, parce qu'après, il y a tout ce qui vient avec plusieurs variables aléatoires, etc. etc. J'ai dit, bon, je vais quand même pas tout faire d'un coup, mais en même temps, j'ai pas envie de faire la variance séparée de l'espérance, les machins, qu'on soit obligé de revenir sur les notations, etc. Et bon, voilà, après, vous pouvez mettre sur pause et pas le regarder en une fois, hein, et hop, ce sera fait. Donc voilà, les probas, il ne reste plus qu'un chapitre, et puis après c'est terminé. Ouf. Voilà, voilà. Enfin, pour mon cours de L1, et puis peut-être après je ferai voilà, les cours en version dénombrable ou version infinie continue plus tard, tout ça. Mais bon, voilà, pour fini, il ne nous reste plus un seul petit chapitre, et puis ce sera pas mal. Bref, allez, je vous fais des bisous à tous, et puis j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me dire en commentaire ou pas, si vous voulez que je change des trucs. Le coup des exos, par exemple, est-ce que ça vous plaît, l'histoire des corrigés en commentaire, ou est-ce que vous préférez quand je fais une vidéo avec les exos? Alors, l'avantage des... Alors, ça explique mieux quand je fais les corrigés des exos en vidéo, mais du coup, j'en fais moins des vidéos, le cours avance moins vite. Vous voyez, la topo, ça avance pas à cause de ça. Du coup, je me demande, est-ce que c'est quoi le mieux? Est-ce que le bon compromis, c'est donner les exos, donner les corrections, pas donner d'exos du tout comme je faisais au début, ou donner à la fois les exos et les corrigés, mais du coup, ça va moins vite? Voilà, vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous fais des bisous. Ciao, ciao, à bientôt.